Donc, vous avez en fait à la fenêtre une confirmation de dire que vous acceptez que l'enregistrement, la rencontre va être enregistrée. Donc, juste à cliquer « Continuer ». En tout moment pendant la formation, si vous éprouvez en fait des difficultés, je vous invite à contacter le support de Fadio, donc le 1-844-94-FADIO. Il y a un technicien qui va être disponible en fait pour répondre pour vos problèmes techniques. Donc jusqu'à présent, on n'a pas eu grand problème cette semaine grâce à la technologie qu'on utilise. Donc si vous éprouvez des difficultés, n'hésitez pas à contacter le 1-844-94-FADIO. Le numéro est en bas à droite à l'écran. Pour les personnes aussi qui se sont connectées et que leur nom est mal identifié en fait dans Zoom, vous avez la possibilité de renommer votre vignette. Donc, cliquez bouton droit sur votre vignette, faites renommer. Donc, sur votre vignette ou la vidéo. Oui, c'est une ancienne prison. Vous faites renommer. C'est ça, c'est sur Jean Permanence. De tout simplement renommer votre nom. C'est pas la dernière sortie vidéo du monde. Puis on... Donc, René, je te laisse commencer. Oui. Alors, bienvenue tout le monde. Bienvenue dans cet atelier pratique ce matin qui est outils TIC pour dynamiser un cours. Donc, nous en sommes à la 13e activité, en fait, de la semaine de la FAD. C'est l'avant-dernière. Il y en a une autre ce midi qui va être la dernière qui va conclure la semaine de la FAD. Donc, merci d'être là. Il y en a qui nous ont suivis toute la semaine. Donc, l'atelier va vous être présenté par moi. Donc, René Bélanger, conseiller pédagogique au Cégep de Matane et sur le comité de mise en œuvre, en fait, du FADIO. Et je vais être avec mon collègue pour la présentation de cet atelier. Donc, bonjour, Nelson Jean. Je suis conseiller en technopédagogie au Collège de Rimouski. Je siège aussi dans le regroupement de FADIO à titre de ressources régionales en technopédagogie. Donc, j'accompagne les commissions scolaires, des cégeps et l'université dans le regroupement afin de mettre en place des projets de FAD dans les organisations. Donc, c'est un grand plaisir, en fait, de vous... je cherche mon mot ce matin. Accueillir dans notre salle virtuelle ce matin. Donc, moi et René, on a fait un bel atelier. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir, en fait, à le suivre qu'on a eu de plaisir à le développer pour vous. Donc, on parle de dynamiser la formation à distance. Fait qu'attendez-vous ce matin d'avoir des choses à faire, des choses à accomplir. Donc, on avait quand même 244 inscriptions. Fait que moi, Nelson disait, on va-tu tester les outils ce matin? Fait que c'est vraiment ça qui va arriver. On a rarement la chance de tester un outil collaboratif avec autant de nombre. Là, on est rendu 105 personnes. Fait que, on va découvrir ensemble. J'ai confiance aux outils, mais on verra. Ça bénéficiera à tous là, de savoir jusqu'à quel nombre on peut être sur des outils collaboratifs. Juste vous rappeler, donc, pour suivre la formation, en haut à droite, vous pouvez changer l'affichage. Donc, vous allez afficher intervenant ou affichage galerie. Donc, on vous recommande toujours de garder le micro fermé. Et si vous avez des questions, il y a possibilité de lever la main avec les icônes qui se trouvent quand vous cliquez sur participant. Vous avez des petits icônes de main levée. Et vous avez également le clavardage. Donc, dépendamment du grand nombre de personnes, là, on va essayer de prendre les questions, mais on va respecter quand même le déroulement de l'atelier parce qu'on a quand même pas mal de choses à vous faire pratiquer ce matin. Donc, pour débuter, le plan de présentation, en fait, c'est comprendre un petit peu la pédagogie active. On fait une introduction par rapport à ça, de bien comprendre pourquoi il faut être actif. C'est aussi vrai dans une classe en présence, puis encore plus dans une classe à distance pour que l'étudiant se sente interpellé dans ses apprentissages. Puis, découvrir les outils numériques. Donc, on va vous présenter une série d'outils numériques qu'on va découvrir ensemble. Puis, on va aussi, en plus, discuter comment on peut les appliquer de façon pédagogique. Donc, des fois, on connaît les outils, mais comment les appliquer dans des stratégies d'enseignement ou des stratégies d'apprentissage. Donc, ça va être vraiment là la richesse. Et ce matin, on va aussi co-construire ensemble. Donc, sachez que quand vous allez partir avec du matériel co-construit. Si on est 112 ensemble, vous connaissez tous des choses, vous êtes tous spécialistes de quelque chose, on va faire des documents collaboratifs qui fait qu'en partant, on va avoir un petit peu comme une communauté de pratique ensemble, on va pouvoir échanger des outils, ça fait que ça va être très riche.
Ce qui nous amène à la partie 1. Donc, comprendre la pédagogie active. Oui, c'est-tu moi? C'est moi, mon René. Donc, je vais reprendre la balle au bon. Donc, souvent, on ne se pose pas la question, mais quand on enseigne, il faut se poser la question, est-ce que les étudiants, en fait, apprennent de la façon qu'on présente les choses? Donc, oui, on a une façon d'enseigner depuis longtemps. On est parfois magistral, parfois on va appliquer la pédagogie active, mais il faut se poser la question, voir que les moyens ou les intentions qu'on met en place, est-ce que c'est correct? Est-ce que ça répond aux besoins, en fait, de notre clientèle étudiante? Vous savez que les étudiants évoluent, leurs habiletés aussi évoluent, mais c'est super important parfois de se poser la question. Et c'est important, puis je trouvais ça intéressant de l'amener aujourd'hui, la question de Michel Saint-Onge. Donc, moi, j'enseigne, mais eux apprennent-ils de la façon que j'enseigne? La pédagogie active, c'est quoi? C'est super important de mettre en action nos étudiants dans leur apprentissage pour les mobiliser, pour les engager davantage. Et aujourd'hui, on va voir beaucoup d'outils, en fait, pour nous aider à mettre en action les étudiants. Tantôt, on va voir une pyramide d'apprentissage. Mais qu'est-ce qui est vraiment important derrière la pédagogie active? C'est de rendre l'étudiant acteur dans ses apprentissages. Auparavant, l'enseignant était la pièce maîtresse, en fait, dans la pédagogie. Donc, c'est beaucoup lui qui était amené à donner, en fait, de la matière et des concepts aux étudiants. Mais de plus en plus, avec la nouvelle génération, on doit s'adapter, on doit être capable de bien structurer nos choses pour que les étudiants puissent apprendre en effectuant des choses. Puis aujourd'hui, on va voir beaucoup de possibilités technologiques. Vous allez voir que les seules limites que vous avez, c'est les limites qu'on va se mettre parfois. Mais c'est super important d'ouvrir nos œillets, de penser en dehors de la boîte et de faire parfois autrement pour que nos étudiants apprennent davantage. Vous avez sûrement déjà vu la pyramide de l'apprentissage. Donc, c'est une pyramide qui explique en fait de comment on est capable de mettre en action nos étudiants. Donc, on parle de conférences, de cours, d'exposés. Donc, jusqu'à présent, on est dans le concept d'enseignement magistral. Donc, on vous donne de l'information. On est capable aussi de le faire par des livres, des documents qu'on demande à nos étudiants, en fait, de lire un chapitre, d'aller écouter, en fait, une capsule vidéo, d'écouter un audio, une rétroaction qu'on va lui avoir donnée, de voir à la limite une vidéo de démonstration. Et tout ça, on parle d'un apprentissage qui est passif. Donc, l'étudiant va recevoir de l'information sans pour autant être actif. L'apprentissage actif, c'est là qu'on va être capable de mobiliser les étudiants pour changer leur posture face à leur pédagogie. Donc, on va amener les étudiants parfois à faire des échanges, de discuter en groupe. On peut le faire dans une classe traditionnelle, d'échanger, on lance une question et chaque personne doit émettre une opinion. On est capable aussi de le faire par le biais d'outils numériques, donc par le biais de forums, des échanges. À la limite, on peut se faire un groupe Facebook pour être capable de bien présenter et échanger à travers nos étudiants. Donc, discuter en groupe, c'est une option. D'apprendre en le faisant, donc des ateliers pratiques. Donc, les étudiants vont être amenés à faire des actions qu'on va leur avoir montrées. Donc, oui, ça va mettre les étudiants dans une position qu'ils doivent comprendre, qu'ils doivent analyser, par la suite effectuer des opérations. Donc, oui, on peut le faire dans une classe traditionnelle, mais on est aussi capable de le faire à distance. Tantôt, on va vous montrer des exemples. Et la dernière, c'est d'enseigner. Donc, oui, on est capable d'amener nos étudiants à prendre un espace-temps dans la classe pour être capable de bien présenter, mâcher la matière, d'analyser. Donc, je me rappelle quand j'étais au deuxième cycle, bien, on était responsable, chaque équipe, de présenter une partie de la matière au groupe. Donc, on se mettait dans une posture, en fait, de l'enseignant. Donc, il fallait lire le chapitre, l'analyser, l'annoter, le présenter de façon visuelle et par la suite, d'être capable d'échanger avec les étudiants. Puis la matière que j'ai travaillée, bien, je m'en rappelle encore parce que ça a été, en fait, là, bien compris, bien appris dans mon cerveau en soi. Donc, c'est super important de changer parfois un paradigme pour être capable de mettre les étudiants dans l'apprentissage actif pour que ceux-ci puissent aller plus loin dans leur compréhension, plus loin dans leur analyse et développer, en fait, là, leur connaissance au maximum. La prochaine photo que je vous présente, je l'aime bien. Pourquoi? Parce qu'on parle en fait du rôle de l'enseignant.
qui va éventuellement évoluer avec les technologies, mais qui va devenir un guide dans les apprentissages. Donc, au lieu que l'enseignant soit la personne qui prend l'entièreté de la place, ben, il va laisser la place à l'étudiant dans une pédagogie active pour que l'enseignant ait un rôle de guide au niveau de l'apprentissage. Il faut placer, en fait, les étudiants au centre de leur apprentissage à travers des exercices, des schémas conceptuels, des documents collaboratifs, des ateliers, des capsules vidéo. Bref, c'est l'étudiant qu'on doit en responsabiliser, de mettre en action et par la suite de favoriser, en fait, leur développement. C'est d'autant plus vrai lorsqu'on parle de formation à distance, d'être capable d'actualiser nos méthodes, de changer nos pratiques et par le fait même de placer l'étudiant dans un concept d'apprentissage actif. Parce que ce n'est pas vrai qu'une formation à distance de 3 heures, ça va être agréable. Il faut parfois mettre les étudiants en action, parfois les réveiller, de les stimuler et de les mettre vraiment dans une position qu'ils vont recevoir, comprendre et parfaire leurs habiletés et leurs compétences. J'aime beaucoup cette image-là parce qu'on voit l'étudiant qui est au centre de son univers et c'est lui, en fait, qui est responsable de son apprentissage, tout en étant accompagné par l'enseignant qui est un guide en soi. Donc, ce changement de posture-là dans l'outil qu'on va découvrir, c'est intéressant au départ, on va parler beaucoup là, des connaissances ou en fait des utilisateurs ou des étudiants. Donc, ça va être important qu'ils connaissent bien ces outils-là pour justement mieux apprendre et s'impliquer dans leur... Donc, l'idée du cours à distance aussi, ce n'est pas d'être un webinaire. Donc, on essaie d'impliquer nos choses, puis il y a des prémices à mettre en place là-dedans. Donc, lorsqu'on arrive dans dynamiser l'interaction, donc l'interaction peut se passer à plusieurs niveaux. Comme enseignant, vous devez aussi maîtriser les outils. Donc, c'est une des conditions préalables. Donc, dans quel outil on enseigne? Donc, aujourd'hui, on parle de Zoom. On peut utiliser VIA, ça peut être Adobe Connect. Il y en a plusieurs. Donc, premier, ceux qui accompagnent les gens ou ceux qui enseignent, c'est de connaître cet outil-là. Puis, c'est une première approche de dynamique. Vous le faites ce matin. Il y a des gens qui écrivent dans le clavardage. Il y a des gens pour qui c'est la première fois qu'ils découvrent Zoom ce matin. Donc, il y a tout un apprentissage à faire autour de ça pour l'interaction. Donc, enseignement à distance, il y a une distance entre moi et vous. Et cette distance-là, avec les outils technologiques, on va briser un peu cet isolement-là pour essayer d'aller chercher un peu de relations émotionnelles, comme on dit. Surtout si on se voit à chaque semaine, ça aide beaucoup là, à créer l'effet groupe. Quand on se rencontre d'abord au départ, c'est de aussi choisir des activités brise-glace, mais la prémisse au départ, c'est aussi que les étudiants connaissent bien leur outil. Donc, on va les encourager à ce moment-là à s'impliquer un petit peu plus. Aujourd'hui, on voulait faire des équipes, mais étant donné le grand nombre, mais travailler en équipe, en sous-groupe, ça aide aussi à avoir une cohésion dans l'équipe. Donc, ça prend un sentiment, parce que dans la formule qu'on fait, c'est de la formule synchrone. Dans la formule asynchrone, c'est un petit peu plus difficile, mais on va vous montrer des outils tout à l'heure qui permettent de le faire. Et dans la formule synchrone, évidemment, le contact est encore plus intéressant. Donc, bien présenter les choses, bien expliquer et aller chercher des logiciels qui sont intéressants. Fait que si on passe à l'autre diapo, d'abord, tous les outils de visioconférence offrent sensiblement les mêmes choses. Donc, il y a quelques différences entre différents outils, là. Quand on les connaît bien, là, on peut juger lequel peut faire telle chose, lequel ne peut pas faire telle chose. Donc, tout d'abord, on a la caméra. La caméra est un outil très important. Merci à ceux qui ont ouvert la caméra. Donc, ça me permet un peu de voir, ils me suivent-tu, ils ne me suivent pas. Donc, ce contact-là est très important. C'est un premier, ça brise un petit peu l'isolement. Et à ce moment-là, ça permet à l'enseignant de se réajuster. Donc, la caméra, souvent, on va la limiter parce qu'on dit, bon, on a un trop grand nombre de personnes, donc on vous demande de fermer la caméra. Souvent, dépendamment des outils que vous allez payer pour donner votre formation à distance, il y en a qui vont charger à la bande passante. Donc, évidemment, des fois, on dit, fermez vos caméras parce que ça va coûter un peu moins cher. Donc, ça, dans le choix des outils, quand l'établissement fait le choix, ça peut être une des valeurs. Moi, j'encourage beaucoup la caméra, donc c'est important. Puis, si on est un grand groupe, aujourd'hui, on est 128. Mais je donne l'exemple, si vous êtes un trop grand nombre pour afficher les caméras, choisissez des gens au hasard. Dans la première heure, ça va être Olivier, Guy, Karine, Sylvie qui vont ouvrir la caméra pour que j'aie un feedback. Puis dans la deuxième heure, je peux choisir 5 autres personnes. Donc, ça me permet comme enseignant de ne pas faire un monologue devant des écrans fermés. Puis, ça permet aux étudiants de savoir, OK, maintenant, il faut que j'ouvre ma caméra pour avoir accès. Fait que la caméra est une première chose. Ensuite, on a le microphone. Donc, le microphone, évidemment, ça va favoriser
les échanges, donc beaucoup plus réel un peu, ça va créer le contact. Tantôt, on va voir un petit peu les activités qu'on peut faire avec les différents outils. On a le clavardage. Donc, le clavardage, c'est un élément important. Donc, vous l'avez à droite. Puis là, déjà là, je peux vous proposer une activité d'interaction. Donc, dans le clavardage, je vous invite à être à vos claviers et à être prêt à écrire parce que c'est la première personne qui répond. Donc, le clavardage, c'est super rapide. Alors, si vous êtes prêts et prêtes, là, je vois les gens avec les caméras ils me disent qu'ils sont prêts. Donc, la première personne, en fait, qui va avoir la bonne réponse, en quelle année Trump a été élu président des États-Unis? Donc, je veux l'année. Oh, ça rentre, Samuel. 2017, là, ça défile. Donc, ça varie entre 2016 et 2017. Alors, notre Donald Trump a été élu en 2016. Donc, vous voyez, en plus, c'est le plus rapide. Donc, c'est un outil très simple, c'est juste du clavardage. Ça me permet des fois, quand je veux réactiver des connaissances, ben, je peux poser 4-5 questions comme ça. Et là, j'ai une question difficile pour vous. Tenez-vous à vos claviers. C'est en quelle année Donald Trump va être déchu? Moi, Tadine, ça va se passer cette année. Jamais. Ouais, c'est ça, Marie-Josée, je pense peut-être ça va être jamais. Donc, vous voyez un petit peu déjà là, il y a une interaction à faire quand on rentre dans un cours, un outil simple. Donc, les enseignants commencent à utiliser l'outil, on dit, ben, tu peux aller dans le clavardage. Ce qui est intéressant dans le clavardage, dans le cas présent, s'il y en a qui ne savent pas la réponse, ben, ils voient les premiers qui donnent les réponses, se disent, ah oui, c'est vrai, c'était ça la réponse. Ça permet des fois d'activer les connaissances, mais on peut aussi aller demander aux étudiants, vous savez que dans le clavardage, vous avez le volet privé. Donc, vous pouvez dire, ou dans VIA aussi, vous pouvez clavarder juste avec l'animateur. Donc, je pourrais dire aux étudiants, vous m'envoyez la réponse, mais en privé seulement. Et là, l'enseignant va juste collecter les réponses pour voir si les étudiants ont la bonne réponse. Donc, voyez-vous, outil simple, on dynamise déjà l'interaction entre l'enseignant et les participants. Si on va du côté des icônes maintenant, les icônes d'état, on peut s'en servir dépendamment des logiciels. On a le pouce en l'air, ici on a un X, on a les mains qui tapent, on a le café, puis la petite horloge pour dire qu'on est absent. Donc, on peut se faire une diapo avec des critères et dire, ben, si c'est le crochet vert, ça veut dire telle réponse, ça veut dire non, le X, ça veut dire oui ou vice-versa, le pouce dans les airs dit je ne sais pas, et se servir des icônes, en fait, pour aller vérifier rapidement l'état des personnes. Donc, si je vous demande si ça va bien ce matin, ce n'est pas une question, mais vous pouvez aller mettre un pouce dans les airs et là, on devrait voir apparaître 131 pouces qui apparaissent dans votre état. Donc, votre état, vous devez activer participant en bas pour voir la fenêtre apparaître. Puis, vous me direz si ça fonctionne. On envoie ça apparaître, ça? Des pouces. Oui, OK, j'ai des mains levées aussi. Donc, petit outil d'interaction rapide, facile à utiliser, dynamiser votre classe. Donc, c'est la première approche qu'on peut prendre. L'outil d'annotation, donc, on peut aller écrire à l'intérieur de l'outil. On l'a également dans Zoom, on l'a dans VIA, on l'a dans Adobe. Donc, c'est un petit peu le tableau blanc où aller écrire. Donc, ça invite les gens. Ce qui est intéressant des fois, c'est qu'on peut mettre une photo. Et là, les gens peuvent aller écrire la photo « Pointe-moi la ville de Winnipeg, pointe-moi telle chose ». Fait que ça rend un petit peu la dynamique plus pratique. On a les sondages également, le tableau blanc qu'on peut essayer, Nelson, celui de Zoom, moins familier pour moi avec Zoom, mais on peut traverser vers un tableau blanc pour tout le monde. Et là, on va tenter d'écrire. En fait, on va dans l'outil partage en bas et c'est partage tableau blanc. Pardon. Donc, les personnes sont capables d'activer l'annotation. Donc, dans le haut de la fenêtre, vous avez option annoter et vous avez la possibilité d'aller écrire, en fait, dans le tableau blanc. Là, on l'a-tu le tableau blanc? Moi, je ne le vois pas. Oui, il est présentement en partage. Puis j'ai déjà des personnes qui ont marqué, il est en train de dessiner en soi. L'avantage du tableau blanc dans Zoom, c'est toutes les annotations. Ouais, Nelson, on ne le voit pas, le tableau blanc. Moi non plus, je le vois. Et mon ordi témoin à droite de la présentation, puis je vois juste l'outil d'interaction. Je vois encore le diapo. Tableau blanc, le partage. Ah! Puis il y en a qui réussissent à dessiner dessus, on le voit. Là, vous le voyez? Oui. C'est bon. Donc, l'avantage du tableau blanc dans Zoom, c'est que l'ensemble des annotations que vous allez faire vont être conservées tout au long de la séance de Zoom. Donc, je peux débuter l'annotation, changer de page. Donc, je mets une nouvelle page et l'ensemble des annotations va être conservé tout au long.
Et les étudiants, en fait, ont la possibilité de faire une capture d'écran. Donc, dans la barre d'annotation dans Zoom, en haut à droite, vous avez enregistré. Et vous avez la possibilité, en fait, d'enregistrer localement la capture d'écran directement. Et je peux revenir à mon premier tableau et naviguer à travers mes tableaux directement. Je m'excuse, René. Oui. Nelson, dans le chat, on a des gens qui nous écrivent où sont les outils pour Ah oui, le tableau. bonne question. Vas-y, René. Vous allez dans le haut, passez votre souris vers le haut, vous allez voir Options d'affichage. Et lorsque vous cliquez sur la flèche, vous allez voir Annoter. Et là, la barre avec les flèches, la gomme et tous les outils vont apparaître. C'est comme si on ne l'avait pas tous, René. Je ne sais pas. C'est vrai? Attends, j'ai mon ordi témoin à côté. Quand je passe ma souris, moi aussi, je suis un invité comme tout le monde. Puis, tu sais, c'est écrit en vert en haut. Vous voyez actuellement l'écran de Nelson Jean. Il faut que vous passiez votre souris pour que ça l'apparaisse. Il faut que vous la rendez presque dans le haut. Puis, à droite, vous avez Options d'affichage. Là, vous avez un menu Rapport Zoom, Demander le contrôle à distance, puis Annoter. C'est là que vous allez voir, entre autres, le mode côte à côte, là, si vous voulez afficher le clavardage, les images et l'écran. Ah, ouais, c'est en anglais. Ça se peut que ce soit en anglais. Il va chercher le langage, là. Annotate, en anglais, j'imagine. Dites-moi si vous voulez du succès, là. Ouais, super, ça fonctionne. J'ai un Mac, peut-être que c'est différent. Écoute, bonne question de Mathieu. En fait, le client Zoom est le même sur le Mac, donc vous devriez avoir les mêmes options directement en soi. Mais si vous ne l'avez pas, il faut vraiment lever la souris dans le haut là, pour que la petite barre, des fois, apparaisse, des fois, elle n'ouvre pas. Ah, ça fonctionne sur mon Mac, option d'affichage, puis annoter. OK. Ah, puis il y a quelqu'un qui a réussi sous Linux. Bon, je suis content de savoir ça. Donc, vous voyez un petit peu les possibilités pédagogiques autour de ça. Là, c'est sûr qu'on fait du dessin libre. Bon, mathématiques, peut-être un petit peu difficile de faire des maths avec une souris. Si on avait une tablette, si on exigeait, exemple, aux étudiants d'avoir un genre de tablette qu'on peut brancher à l'ordinateur, qui est un genre de pad noir où on peut écrire, ce serait beaucoup plus intéressant. Ça peut être pointer des choses, ça peut être catégoriser des mots. Il y a un ensemble de choses pédagogiques qu'on peut faire. Ça peut être un tableau blanc qu'on laisse et qu'on dit ben, à l'entrée du prochain cours, j'affiche le tableau blanc et écrivez-moi en quelques mots les notions apprises au dernier cours juste pour réactiver les connaissances avant de commencer. Ça fait un beau tableau d'accueil d'ailleurs, tu sais, quand les gens se connectent, il y en a qui arrivent 10 minutes avant, 5 minutes avant. Donc, ils vont aller écrire les concepts. Ceux qui rentrent, ben, ils relisent. Ah oui, c'est vrai, on a vu ça la dernière fois. Et là, l'enseignant peut reconstruire là-dessus. Donc, ça dynamise la chose. Puis, par expérience, quand on met ce type de tableau-là avec les consignes, ben, les étudiants sont prêts à chaque fois à rentrer et à inscrire ça, puis ça les aide dans leur apprentissage, à dire, OK, bien, je viens au cours, mais je suis préparé au cours, je sais, il va nous demander des affaires du dernier cours ou d'une lecture qu'ils ont eu à faire, donc aller écrire des mots-clés. Donc, ça peut être intéressant, on peut faire des ensembles, on peut faire des intersections, on peut faire des schémas, parce que vous voyez les genres de formes qu'on peut produire. Donc, on peut catégoriser des choses avec des mots-clés, des fois dans une technique ou au primaire de faire des petits calculs mathématiques là, où on peut mettre des choses, les étudiants juste aller écrire avec la souris une réponse simple. Fait que ça, c'est l'outil Annoter, donc beaucoup de plaisir. On va faire 2 heures sur l'outil Annoter, non? Il y a une question dans le clavardage, René. Oui. Donc, il y a des personnes qui nous disent est-ce que c'est possible de fonctionner avec une tablette Wacom? Oui, ça serait possible. Il faut juste avoir la tablette Wacom. Si vous avez un écran tactile aussi, vous serez capable d'aller dessiner directement. Oui, c'est possible de le faire aussi. L'avantage que je trouve, puis là, je vais demander aux personnes d'arrêter d'annoter. Donc, en tout temps, comme enseignant, je suis capable de revenir aux anciens tableaux, en fait, de les sauvegarder, de revenir sur des choses pendant et tout au long, en fait, de ma formation Zoom. Donc, si je reviens à 10h moins 5, bien, ça va être encore disponible. Ce n'est pas effacé lorsque je ferme l'outil de tableau. Donc, Lise mentionnait qu'elle a un écran tactile, puis elle le fait avec l'écran. Donc, démonstration, exemple, ça veut dire si tous les étudiants n'ont pas l'outil pour le faire, mais si j'ai un enseignant de mathématiques, lui peut s'équiper d'une bonne tablette et là, faire les résolutions en direct à l'écran. Donc, souvent, quand on calcule des dérivés ou tout ça, bon, ça prend plusieurs pages. On peut avoir plusieurs tableaux. Donc, tableau blanc, un bel outil. L'outil sondage, c'est que chaque logiciel comme Zoom, un petit outil de sondage, on n'en a pas fait, mais donc ça nous pop
Ça permet d'aller chercher des connaissances par rapport à un ensemble de choses. Donc, de rétroaction, même chose, ou que connaissez-vous de la matière qui s'en vient. Donc, aller valider les connaissances de base, ça peut très bien se faire. Gestion des documents, ici, est peut-être plus pour VIA, parce que Moodle n'a pas nécessairement, pas Moodle, mais Zoom n'a pas un conteneur de documents. Donc, souvent, on va aller utiliser un outil comme Moodle, justement. Les ateliers, tous les outils offrent ça. Donc, aujourd'hui, on est 132. On aurait pu faire des équipes. On avait peur de vous perdre, mais ça fonctionne bien habituellement. Donc, on vous envoie une petite équipe de 5 ou 10 pour faire des travaux. L'enregistrement peut être quelque chose d'intéressant si on est en évaluation. Donc, ça peut être une présentation qu'on évalue. L'étudiant revoit la vidéo Zoom pour s'auto-évaluer ou évaluer par les pairs. Donc, ça peut être fort intéressant d'utiliser ça. Le partage écran est une chose fort intéressante également quand on veut faire des démonstrations. On a le mode de navigation. Le mode de navigation, il est ici, mais c'est beaucoup plus, c'est l'outil, en fait, VIA qui va le faire. Parce que l'outil VIA permet, entre autres, que quand l'enseignant zoome dans un document, les étudiants suivent. Donc, il y a beaucoup plus la notion de gestion de documents dans VIA que dans Zoom, parce que Zoom, essentiellement, on partage notre bureau. Et le fameux contrôle à distance, bien évidemment, ça, c'est intéressant. Parce que lorsque je demande le contrôle, c'est l'ordinateur de Nelson qui est partagé, mais je peux en fait lui demander le contrôle et à ce moment-là, c'est moi qui va pouvoir contrôler son ordinateur. Donc, il vient de me l'autoriser. Et là, ça, c'est-tu moi qui ai le laser? Hein? Oui, c'est toi. Oui, OK. Donc, j'ai le petit laser et c'est moi qui interagis dans son ordinateur. Donc, souvent, on dit « Ah non, j'enseigne bureautique, je ne pourrais pas faire ça à distance. S'il y a des problèmes avec son ordinateur, bien, le Zoom ou le VIA ou d'autres plateformes Adobe vont le faire. On peut aller dans l'ordinateur des gens pour aller travailler. Puis ça peut être vice-versa. Ça peut être l'étudiant qui travaille dans l'ordinateur de l'enseignant pour une démonstration. Fait que c'est un peu la même méthode qu'on circule dans la classe, puis on va au-dessus de son épaule l'aider. Bien, le partage d'écran est vraiment intéressant pour ça. Le centre d'aide en français l'utilise à Matane, donc les étudiants sont à distance et on va corriger des dictées, souligner des choses sur le Word de l'étudiant directement pour travailler avec lui. Fait que ça, c'est un outil de base encore qui est super intéressant par rapport à ça. Quand on parle des stratégies d'enseignement, juste... C'est vrai, oui. J'ai quelques questions dans le cavardage, je vais y répondre. Certaines options ne sont pas disponibles par le biais du cellulaire, considérant en fait que c'est tout petit. Au niveau des sauvegardes, des captures d'écran, ça va être sauvegardé en fait sur chaque ordinateur des participants lorsqu'ils cliquent sur le bouton « Enregistrer » dans ces deux points documents Zoom et avec le nom de la rencontre d'aujourd'hui. On est capable d'enregistrer des équipes de façon individuelle. Donc, présentement, on est dans un grand groupe, la salle est enregistrée. Mais si en Zoom, on s'en va en atelier, présentement, les ateliers ne sont pas enregistrés, mais les participants de l'atelier peuvent enregistrer, en fait, leur mini-rencontre. Oui, c'est possible. Et chaque groupe peut avoir un canal là, par atelier en soi. On nous parle de Skype pour entreprise. Il y a différents outils. S'il y en a qui utilisent Teams aussi, bon, il y a sensiblement les mêmes choses, les outils de partage et tout ça. Là, nous autres, c'est d'associer les outils aux stratégies d'enseignement. C'est ça un petit peu l'idée. Puis l'atelier, ben oui, on a des outils, mais il faut choisir les bons. Puis juste avec la base, le logiciel de visioconférence, ben la caméra, rétroaction visuelle, on peut avoir un contact, il y a un sentiment de présence qui est créé. Puis quand vous répétez les rencontres à toutes les semaines, vous allez voir qu'il se crée vraiment quelque chose d'intéressant. On a hâte de se voir. Puis des fois, quand on se voit en vrai, ça fait drôle. On se connaît comme déjà. Micro-rétroaction sonore, la discussion, des échanges, des validations, des interactions. On peut faire des tours de table, donc à micro levé. On peut aller chercher l'interaction des gens. Et juste vous dire par rapport, maintenant qu'on bascule dans les ateliers, un peu comme dans une vraie classe, des fois, on veut parler juste à un étudiant, comme un peu sort de la classe, on va se parler au bord de la porte, on ferme la porte. Bien, les ateliers, des fois, oui, sont utilisés pour du travail d'équipe, des mises en situation, des évaluations, de la rétroaction personnelle, on peut faire du tutorat, des débats, mais ça peut être aussi utilisé pour discuter avec un étudiant. Il y a une pause, tu dis, viens dans l'atelier avec moi, on va jaser, comment ça va tes apprentissages, as-tu de la misère là-dedans? Donc, les ateliers peuvent être aussi utilisés pour des rencontres individuelles, donc se sortir de la classe avec l'étudiant et après revenir en classe. Clavardage, même chose, validation un petit peu comme on a fait tout à l'heure, de la rétroaction, d'interactivité, le tableau blanc comme on a vu ensemble, des explications, réactivation des connaissances, présentation, partage d'écran, démonstration, faire des exposés. Donc, on peut demander à un étudiant, il y a une présentation PowerPoint à faire, donc il partage son écran et il fait sa présentation en changeant ses diapos.
Et on peut faire aussi des sondages d'évaluation formative ou du recadrage. Donc, c'est peut-être des questions qu'on lance. Est-ce que les étudiants ont bien compris la matière? Est-ce que les élèves ont bien compris? Donc, le sondage peut être un outil très intéressant par rapport à ça. Ce qui nous amène au prochain document. Et avant d'arriver au prochain document, on veut vous dire un petit peu le fonctionnement. On s'est dit qu'il va y avoir tellement de monde dans le clavardage que quand on va envoyer des liens pour faire des activités, ça se peut qu'on vous perde. Alors, ce qu'on a pensé faire, c'est de monter un site en parallèle de notre présentation. Donc, on vous envoie le lien. Nelson vient de l'envoyer dans le clavardage. Donc, je vous invite tous à l'ouvrir. Et vous allez avoir l'ensemble des liens pour l'interactivité qu'on va faire aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir suivre les activités parce que des fois, si on se perd, le clavardage de Zoom, s'il y a des gens qui arrivent un peu plus tard, bien, des fois, le clavardage ne garde pas l'historique. Quand on rentre, le clavardage est vierge et on ne voit pas ce qui s'est passé avant qu'on entre dans la salle. Donc, ce site-là, si vous cliquez, vous allez voir un petit peu le fonctionnement. Est-ce que Nelson, on va juste aller le balayer rapidement pour comprendre la séance qu'on va faire ensemble. Donc, tout d'abord, en haut, vous allez accéder à la présentation, donc elle est déjà disponible en fait. Mais nous, on vous recommande pour la suite de l'atelier de vraiment garder le site. Et là, voyez-vous, le logiciel de visioconférence, on vous a mis déjà des choses là-dedans. J'ai fait un petit tableau un petit peu avec les outils qui sont inclus dans VIA, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil-là. Donc, si on l'ouvre rapidement, c'est un PDF que vous pouvez récupérer. Donc, ça nous dit, bien, la main levée, à quoi ça sert? C'est sûr que c'est destiné à VIA, mais c'est transposable dans Adobe et dans les autres. L'enregistrement, puis il y a quelques pistes pédagogiques là, par rapport à ça. Le document est fait dans le contexte où nous, on a des étudiants qui sont en classe, et on a des étudiants qui sont aussi à la maison, jumelés ensemble. Pour ça, des fois, dans les propos, on dit, bien, en classe, si tu veux le faire, il faut que les étudiants aient des ordinateurs. Mais ça l'aide un petit peu à construire votre scénario pédagogique, de dire, Colin, on n'est pas obligé d'aller chercher d'autres outils. Ceux qui sont déjà inclus dans notre plateforme, on peut faire quand même pas mal d'affaires avec ça. Fait que des liens URL, tout ça. Fait que vous pourrez récupérer ce document-là. Juste vous dire aussi que j'ai mis le plugin pour Moodle parce que quand on fait des enregistrements dans VIA, l'intérêt de ça, c'est que les enregistrements vont rentrer à l'intérieur de Moodle. Donc, si on va aller filmer quelqu'un qui fait une présentation, tout ça, c'est facile parce que si VIA est intégré dans Moodle, tout va se placer à la bonne place, puis l'étudiant peut aller voir tout de suite ses vidéos. Sinon, il y a une démarche à faire. C'est comme dans Zoom, quand on fait de l'enregistrement, puis on va le placer à quelque part, ça génère un URL, puis il faut après le transmettre à l'étudiant. Alors, quand c'est intégré dans Moodle, on a accès tout de suite aux vidéos produites. Zoom Moodle existe-t-il? La réponse, c'est oui. Il y a un plugin qui existe pour Zoom aussi, mais il ne va pas mettre les enregistrements directement dans Moodle, là, ce qui est un avantage avec VIA. Mais oui, il y a une intégration possible avec la plateforme Zoom et Adobe aussi, s'il y en a qui utilisent Adobe Connect. Même chose pour Zoom, tutoriel pour animateurs ou participants, c'est des vidéos qui ont été créées, donc je vous invite aussi, on les a mis comme ressources. Si vous voulez utiliser le maximum d'interaction, vous cliquez sur tutoriel pour l'animateur et là, vous allez voir l'ensemble des vidéos pour être plus habile, soit vous ou la personne que vous accompagnez en formation à distance, comment faire un sondage, comment diviser les groupes, comment gérer les caméras. Donc, il y a un ensemble de choses à l'intérieur de ça, c'est comme un bon tutoriel avant de se lancer là-dedans, de passer à travers les vidéos qui ont été francisées. Donc, même chose si pour les étudiants qui se joignent à votre rencontre, vous avez 3 petites vidéos pour s'assurer qu'eux soient optimales de leur côté. Donc, vous avez tout ça sur le site, ce qui nous amène à une prochaine activité. En fait, là, on sort un petit peu des outils qui sont fournis pour notre visioconférence. Et là, on va basculer un petit peu dans des outils qui sont en dehors. Juste s'assurer que quand vous enseignez ou vous accompagnez les enseignants en formation à distance, vous avez quand même un écosystème confortable à avoir. Ça veut bien connaître l'outil que vous avez entre les mains. Habituellement, on utilise une plateforme comme Moodle ou un autre outil, bien les connaître. Et à ça, on peut de temps en temps les greffer d'autres outils selon ce qu'on peut faire. Quand on veut présenter des outils, la séquence qu'on va faire avec vous, donc on va d'abord présenter l'outil. Après ça, vous allez un petit peu l'expérimenter, puis on va jaser après ça des réalisations pédagogiques possibles. Ce qu'on veut que vous repartiez, c'est oui, il nous montre un outil, mais qu'est-ce que je peux faire comme retour ou investir après dans mes prochaines formations. Donc, la présentation de l'outil, Nelson, c'était oui, oui, c'est moi qui vais le faire, hein?
Donc, le premier outil, peut-être que vous le connaissez déjà, c'est un outil indispensable. Je me dis, si tu as un outil à aller chercher à l'externe en dehors de tes outils fournis, tu prends Padlet. Padlet, juste vous dire, c'est un outil formidable. Ils ont ajouté quelques fonctions, entre autres, que je vais vous montrer tout à l'heure, mais des possibilités pédagogiques avec ça, il y en a énormément. Et ils ont ajouté dernièrement la carte, ils ont ajouté la ligne du temps qu'on va travailler tout à l'heure. C'est un outil collaboratif, donc l'étudiant n'a pas à avoir de compte, c'est juste l'enseignant qui peut en avoir un. Et si vous voulez rouler en mode gratuitiel, sachez que vous pouvez faire 3 Padlets différents. C'est sûr, quand vous arrivez au 4e, ils disent « Abonnez-vous », mais dans la dynamique, ce que je fais, c'est que moi, j'en efface un, parce que souvent, c'est des activités dynamiques qu'on fait. On peut quand même imprimer le contenu en PDF si on a co-créé quelque chose, mais à 3, on est capable de rouler, puis on efface, puis on refait une autre activité. Si vous voulez acheter la licence, bien, je pense qu'il y a un 10 $, quelque chose comme ça par mois. Fait que si vous voulez en créer limité, vous dites, moi, c'est mon matériel pédagogique que je bâtis là-dedans, peut-être que ça vaut la peine d'investir dans les outils par rapport à ça. Fait que l'outil Padlet, donc le lien, vous le retrouvez dans le site web qu'on vous a partagé tout à l'heure. Et là, c'est-tu moi qui va partager? Oui, tu peux partager, je vais arrêter, Renaud. OK. Fait que je vais aller vous expliquer l'outil. Donc, d'abord, notre démarche, c'est de partager, de montrer un petit peu l'outil. Je fais partager mon écran. Ça semble fonctionner. Alors, on va aller ici. C'est ici. Donc, quand vous créez un outil Padlet, en fait, vous avez plusieurs types de tableaux à générer. Donc, si je clique ici, quand vous rentrez, c'est un petit peu comme ça. Vous avez à gauche « Créer un Padlet ». Et quand on crée un Padlet, là, j'ai refait un compte. C'est pour ça que je suis limité à 3. J'ai mes 3 Padlets ici qui sont créés pour l'activité. On peut créer différentes choses et, entre autres, ce qu'on va faire aujourd'hui, on en fait 3. La première, en fait, c'est une carte. Donc, la manière dont ça se présente, c'est qu'on crée tout simplement une carte. Là, je vois déjà qu'il y en a qui sont en train d'ajouter des choses. Et ce que vous avez à droite, c'est un petit plus. Donc, ce modèle-là, c'est de la localisation, donc dépendamment de l'atelier que vous voulez faire avec les étudiants. Dans notre cas présent, on peut aller faire un petit plus ici à droite. Et ce que vous avez à faire, c'est d'indiquer votre ville. Donc, lui, il vous repère sur la carte. Et là, dans les consignes qu'on a à faire, c'est on vous demande indiquer votre ville. En tapant votre ville, le curseur va aller vous trouver sur la carte. Et on va voir un petit peu la richesse des gens qui sont avec nous ce matin. Et dans cette carte-là, vous pouvez marquer votre nom, nom, prénom, juste votre prénom. Et, entre autres, dans les consignes, je vais aller les voir, ce qu'on vous demandait. Donc, dans les consignes qu'on voit ici, on dit « Inscrivez le nom de la ville où vous êtes actuellement, inscrivez votre nom et votre fonction ». Et là, ce qu'on devrait assister, en fait, c'est à la création de notre carte. Et là, moi, j'ai des notifications chaque fois que quelqu'un écrit. Donc, c'est pour ça que je vois ça, j'entends ça rentrer. Oups, je vais aller ici. Donc, là, on voit un petit peu l'environnement qui se crée. Donc, on voit qu'il y a des gens qui sont un peu loin. Et quand on clique sur les vignettes, évidemment, des gens ici des îles de la Madeleine. Et là, la carte agrandit tout le temps. Wow, on a quelqu'un de la Nouvelle-Zélande. Génial! Donc, vous voyez un petit peu le tableau d'expertise qu'on est en train de se créer ensemble. Et l'outil résiste, on est quand même 129. Donc, c'est bien. Et là, ces vignettes-là que vous êtes en train de créer, on a des gens de la France, de la BTB. Là, j'essaie de zoomer et chaque fois qu'il ajoute des noms, il reprend un grand plan de la chose. Donc, lorsque je clique ici, donc en vert en Belgique, et là, je pourrais avoir un outil où je pourrais noter les pauses. Donc, imaginez que les gens mettent des travaux, ça peut être un étudiant qui met une vidéo, et là, on peut aller la noter collaborativement parce que vous savez que la vignette qu'on fait ou le post, on peut y accoler beaucoup de choses. Donc, si je refais mon post ici juste pour le plaisir, et là, ça continue de rentrer. Quand je crée mon post, donc, je vais en refaire un à Matane parce que peut-être que je suis seul. Je vais aller dans Matane et vous voyez que dans le post, oui, je peux écrire dans le petit tableau qui est là, mais je peux aller télécharger des fichiers. Je peux aller chercher des liens. Je peux faire des recherches sur le web. Je peux prendre une photo de moi-même. Dans les 3 petits points, je peux ajouter un lien Google. Donc, pensez que vous faites de la co-construction. Vous pouvez faire des vignettes avec des équipes. Bon, bien, ceux qui aiment telle région, joignez-vous ensemble pour tel projet. Vous pouvez faire des petits films, donc des petites vidéos que vous pouvez faire. Vous pouvez enregistrer votre voix. Donc, si vous travaillez en langue, exemple,
Il dit, ben, mets ton post-it en Espagne, puis fais-moi une phrase en espagnol si c'est l'objet du cours. Vous pouvez aller faire enregistrer votre écran. Donc, faites une démonstration aux étudiants parce que là, le post, c'est la terre, mais tantôt, on va voir d'autres posts, ça peut être différentes choses. On peut faire des dessins à main libre. On peut ajouter la place et on peut même faire une connexion avec un autre Padlet qu'on aurait fait. Donc, ça continue toujours de rentrer. Hey, c'est super. On a du monde de partout, du Maroc, du Guatemala, de la Floride. On a quelqu'un. Wow! Hey, y a-tu quelqu'un de là pour vrai? Wow! Chez Îles Sandwich, bienvenue. Merci d'être là. Donc, on a l'Afrique du Sud. Johannesburg. Alors, ben, bienvenue tout le monde. Vous voyez un petit peu la richesse de la carte. Quand on parle de créer un sentiment d'appartenance entre les étudiants, ça peut être une carte que vous faites lorsque vous débutez un cours en formation en ligne. Vous demandez différents éléments comme activité brise-glace. Les gens vont se repérer ensemble. Des fois, vous demandez c'est quoi votre intérêt, votre sport favori, vos voyages. Donc, il se crée un intérêt. Donc, on a quelqu'un ici, vraiment, où il y en a qui marquent des noms. Ça fait vraiment une belle carte avec des beaux outils à l'intérieur de ça. Fait qu'on continue une grosse concentration au Québec. Et là, vous allez voir, évidemment, on peut zoomer sur la carte. Ça devient vraiment, vraiment intéressant. Et je vois qu'il y en a qui ont changé les couleurs des posts. En fait, oui, on peut les jouer avec les couleurs du monde de Chibougamau. Et ça continue de rentrer. Je ne vois pas le total. Je pense qu'on est sur plus de 71 contributions actuellement dans notre Padlet. Donc, cours d'histoire de géo, déjà, les gens, ça commence un petit peu à popper dans les idées. Donc, l'ajout de cette carte-là dans les outils Padlet, moi, je trouve ça hyper enrichissant. C'est plein d'activités qu'on peut aller créer à ce moment-là. Surtout qu'on peut mettre des capsules vidéo. Parle-moi de telle région. Donc, l'étudiant va aller faire une capsule vidéo. Donc, on peut coller des liens de YouTube là, à travers ça. Donc, Geneviève dit en tourisme, effectivement, c'est super, mais je pense que les cours au secondaire, il y a des cours en ligne qu'on peut donner, mais ça peut être utilisé en classe aussi, mais évidemment, dans l'aspect en ligne, c'est fort intéressant. Fait que vous avez de l'air à aimer ça pas mal, ça commence à rentrer, fait qu'on va aller faire un autre volet. On va aller essayer à ce moment-là l'autre activité qui est la création d'une ligne du temps. Celle-là, je ne sais pas comment elle va se passer tout en groupe, mais l'aspect ligne du temps pour l'apprentissage est super intéressant. Et si vous cliquez sur le lien ligne du temps, on va y aller, je l'avais juste en haut. Et moi, ce que j'ai fait, je l'ai appelé à ce moment-là l'histoire de la formation à distance. C'est comme consigne, ce que je vous demande. C'est en fait d'aller... je vais aller ici. Donc, la consigne, c'est explorer la ligne du temps, ajouter un élément pour compléter la ligne du temps avec vos projets locaux en formation à distance. Donc, il y a la grande histoire de la formation à distance, mais vous pouvez aller placer localement votre formation. Et ici, dans les vignettes, j'ai montré, on peut mettre des images. Ici, vous avez une vidéo. Et là, vous allez, si votre événement se situe entre deux événements, il s'agit de cliquer sur le plus, d'indiquer dans le titre, si on y va avec la date. Et à ce moment-là, notre ligne du temps va s'agrandir. Cette ligne du temps-là, c'est tellement riche. Et là, je vais vous faire remarquer quelque chose, c'est que dans la configuration, je peux demander qu'on peut écrire sous les vignettes. Donc, si vous mettez une vignette, je peux aller et cliquer dessous et aller y ajouter un petit commentaire. Là, j'ai tellement de pop-up que je n'arrive pas à écrire, mais vous pouvez l'essayer de votre côté. S'il y a eu un message, on voit quelqu'un. Fait que là, vous voyez toute la dynamique de co-construction. Il y a un étudiant, ça pourrait être un travail qui dépose, les étudiants le commentent, le co-évaluent. Donc, ça, c'est quand on va créer notre Padlet, on va demander que ce soit une ligne du temps et c'est ce format-là que ça va prendre. Et là, on est en train de créer une immense ligne du temps. On est dessus sont dans le futur, 2018 avec Limoilou. Donc, c'est le fun si vous détaillez. Ça aussi, ça va rester. Je vais la garder active. Donc, vous allez pouvoir, à ce moment-là, l'utiliser. Je te redonne le contrôle, Nelson. C'est exact? C'est-tu toi qui as demandé le contrôle? Non, c'est Audemers, Olivier. Olivier, je l'ai refusé. Qui est à Garneau, Olivier. Je pensais que c'était Nelson. Je n'ai pas cliqué. Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires par rapport, bon, il faut prévoir désactiver les notifications. Oui, et merci Maxime, parce que là, habituellement, ça ne pop pas tant que ça, mais là, je suis bombardé de notifications. Donc, dans l'application, effectivement,
je pourrais aller désactiver la notification. Et vous voyez un petit peu les paramètres là, que je peux aller. Est-ce que je veux voir le nom des gens qui contribuent? Est-ce que je veux voir les commentaires? Est-ce que je veux voir les réactions? Je pourrais aussi approuver les commentaires. Puis, mais là, les notifications, ça devient un petit peu intense. Ça fait que je vais continuer à travailler, je vais juste sauvegarder comme ça. Donc, si vous ne le connaissez pas, outil carrément à découvrir. Donc, on est plus de 30 là, à se faire une ligne du temps actuellement. Les vignettes, vous voyez, il y en a qui changent de couleur. Là, donc, ça, c'est intéressant aussi visuellement. Ça fait que ça offre quand même beaucoup de possibilités. L'autre partie, ça va être vraiment notre partie co-construction. On va se faire une boîte à outils tous ensemble parce qu'on voit qu'on est très d'horizons diversifiés. Donc, si on retourne dans le document, là, je vois Nelson, hein, que j'ai des j'ai des annotations, en fait. Ouais, il faut rouvre ta barre d'annotation puis effacer. Clique sur effacer tous les dessins. Tous les dessins, voilà. Donc, on va aller ici dans une banque d'outils. Donc, on a un autre Padlet à partir de votre site web. Je ne sais pas si on peut le recoller peut-être. Nelson, tu peux le recoller en clavardage. Cette activité, en fait, je veux qu'on la fasse ensemble. Création d'une banque d'outils pour dynamiser son cours. Donc, dans ce nouveau Padlet-là, en fait, vous indiquez le nom d'un outil coup de cœur que vous utilisez pour dynamiser votre cours. Vous décrivez brièvement son utilisation, quelques lignes, à quoi ça sert un peu, parce que des fois, on a un nom, on ne sait pas. Puis, vous allez parcourir les posts des autres et dans ces posts-là, ce qu'on va vous demander, c'est de leur attribuer une étoile. J'ai mis une échelle de 1 à 5. Ah, ça a l'air d'être un bon outil. C'est juste pour l'exercice, mais des fois, ça peut être intéressant de notifier un outil à ce moment-là puis de voir lequel, auprès des utilisateurs, est le plus populaire. Donc, si on va voir cette partie-là, je vais aller arrêter mon annotation et je vais ici. Donc, vous voyez que ça a déjà commencé un petit peu. Donc, évaluer les connaissances. On a fait un classeur, donc c'est un Padlet en classeur. Et là, vous pouvez aller mettre des réactions en dessous. Je vous demanderai au moins de mettre les URL et tout ça, parce que c'est sûr qu'on voit beaucoup de choses, Socrative. Mettez des quelques notes. Donc, ici, je peux aller moi aussi voter sur le nombre d'étoiles. Donc, Socrative, effectivement, c'est un bon outil. Je mets la note et là, à ce moment-là, je peux aller voir lequel que j'ai annoté et on voit les étoiles arriver. Ça fait que je vous laisse un petit peu de temps travailler là-dessus pour aller se construire quelque chose. Il y en a qui vont mettre des images, tout ça, ça pourrait être un outil intéressant. Les classeurs, je vois Whereby qu'on a mis via, donc c'est intéressant. Déjà dans le système des logiciels de visioconférence, on a des choses intéressantes qui apparaissent par rapport à ça. Donc, vous voyez le type de réaction qu'on peut avoir et de co-création qu'on peut faire avec l'outil Padlet. René, je vais repartager mon écran à l'instant pour des... Parfait. Puis là, moi, je cherche, c'est où qu'on peut enlever ces notifications. Je t'ai envoyé un lien dans le clavardage, René. Ah, tu me l'as dit comment faire? Oui. Désactive ton micro au pire pour l'instant. OK. Donc, vous complétez l'exercice numéro 2.3. Donc, vous trouvez un outil, vous mettez une légère description, le lien URL, et vous êtes capable d'aller aussi liker, en fait, par étoile les autres commentaires des autres personnes. Donc, on vous laisse quelques instants pour réaliser l'exercice. S'il y a des personnes qui ont terminé l'exercice, vous avez à la fin de la section 2 un bouton pour cliquer ici pour ajouter des commentaires suite à l'activité. Donc, on vous demanderait en fait de cliquer sur le bouton qui se retrouve sur le site et d'aller placer les commentaires face à l'activité numéro 2. Donc, c'est un tableau. Vous êtes capable de retrouver en fait une première colonne pour inscrire votre nom, mettre un commentaire. Et si vous désirez commenter, en fait, un autre commentaire, bien, vous avez la possibilité aussi, dans la section de droite du tableau, de faire une rétroaction générale. Oui, je l'utilise, j'aime ça. Non, j'aime moins ça à cause de telle situation.
Donc, vous êtes capable de juste nous faire un bref retour sur l'activité numéro 2 que René vous a présentée. Nous avons placé quand même assez de lignes dans le tableau. S'il en manque, tout simplement, on se positionne à la fin et on est capable de faire une tabulation. Les liens, en fait, du tableau qu'on vous a présenté pour les 3 Padlet vont demeurer actifs après l'atelier d'aujourd'hui. Donc, le site, en fait, qu'on vous a partagé, que je vais remettre dans le clavardage. Ce n'est pas le bon site, malheureusement. Attendez un instant. Donc, ce site-là va demeurer actif malgré que la semaine de la FAD va être terminée. Donc, tout simplement, conserver ce lien-là et l'ensemble des ressources qu'on va co-construire ensemble vont se retrouver à l'intérieur du site. Donc, je vois les commentaires entrer. J'ai pas eu de succès avec mes notifications. J'ai tout enlevé, mais le Padlet continue à rentrer. Mais c'est ça. Là, allez parcourir, voir si vous avez des découvertes, mettez des étoiles. Donc, si vous avez ajouté des choses, puis voir s'il y a des choses qui vous intéresseraient par rapport à ça. Donc, on va voir un petit peu le travail collaboratif qu'on peut faire ensemble. On peut aussi ajouter des commentaires. Donc, il y a beaucoup de dernières nouveautés qui sont apparues dans Padlet dernièrement. Oui, avec un compte gratuit, on peut avoir 3 tableaux. Et si vous désirez aller plus loin, en fait, dans l'utilisation des Padlet, donc oui, vous allez devoir prendre une licence en soi. Mais parfois, on est capable de se restreindre avec les versions gratuites en soi. Donc, je vois que tout le monde sont capables de commenter le document, que le tableau pour le Padlet est en train de se construire. Encore une petite minute, on va avancer dans la présentation des outils. Il y a des super de belles ressources qui ont été déposées dans le tableau. Donc, merci du partage. Prenez le temps aussi, suite à l'atelier, d'aller revoir en fait l'ensemble des ressources qui ont été déposées et partagées par vous. Pour répondre à la question d'Anne-Marie Lafortune, oui, le Padlet va être conservé et disponible en soi. Donc, Cyril me pose la question de la création collaborative des sites de travail pour des équipes, dans quelle section? Donc, l'outil que nous avons utilisé pour construire, en fait, la page web que vous travaillez, c'est un Google Site. Donc, on a utilisé en soi. Dans quelle section dans les outils qu'on vient de faire? Fait qu'on peut marquer... on va en ajouter une. Donc, les catégories, on regardait un peu ce qu'on pouvait faire avec ça, là, mais je l'ai ajouté, Cyril. Donc, création de sites collaboratifs. Donc, le Google Site qu'on utilise, c'en est un, entre autres. Là. Moi et Nelson, on partage le site, puis on allait tout le monde créer à l'intérieur du site. C'est vraiment intéressant. J'en connais pas beaucoup, par exemple, des sites qu'on peut créer ensemble. Est-ce que vous avez d'autres idées? Cyril, tu pourrais aller le mettre dans le Padlet. Là, je vois que tu es en train de les ajouter. Oui, Google Site est là. Il n'y en a pas énormément non plus, je pense. Wix, c'est très populaire. Mais ça peut être intéressant de mettre des élèves en action. Votre présentation, vous la faites sur un Google Site. Chacun avec leur compte personnel là, sont capables de se co-créer un site de présentation et d'y inclure des documents à l'intérieur. Donc, ça peut être fort intéressant. Dans le niveau taxonomique, on voyait ce qu'on retenait, là, la co-création, collaboration, évidemment, ça ancre les apprentissages de beaucoup de le faire comme ça. Excellent. Donc, on va en fait avancer dans notre présentation. Donc, pour aller vous présenter en fait les autres outils
on a préparé pour vous. Donc, souvent, lorsqu'on arrive... Ça, on a mis l'outil commentaire. On l'a fait, hein, dans le fond, le lien Ouais. vers les commentaires. Excusez, c'est bon. Ouais, le lien a été fait, puis il y a déjà des commentaires dans le document. Super. Donc, je vais juste enlever les annotations de tout le monde. Excellent. Donc, souvent, lorsqu'on arrive dans la classe, on veut savoir un petit peu les connaissances qui sont préalables, parfois que les étudiants doivent avoir, comprendre et maîtriser lorsqu'on arrive. Il y a différents outils, en fait, qu'on peut retrouver. Vous avez déjà sûrement essayé des Kahoot, des Mentimeter, des Socrative de ce monde, tant à présence, mais aussi à distance, on est capable de le faire. Donc, aujourd'hui, on ne voulait pas aller vers ces outils-là. On a aussi la possibilité, en fait, de travailler avec les environnements numériques d'apprentissage. Donc, comme Moodle, je fais un beau bonjour à M. Lisotte, responsable de Déclic Moodle. Donc, on est capable, en fait, à l'intérieur de notre structure pédagogique, de déposer, en fait, une petite évaluation, un test pour voir si les étudiants ont fait les devoirs, la lecture de chapitre, la lecture de la capsule vidéo. Donc, nous, en fait, pour la présentation d'aujourd'hui, on va travailler avec un Google Form. Pourquoi? On voulait vous montrer un petit peu la possibilité de l'outil au niveau de la rétroaction instantanée. Donc, j'ai créé un sondage avec 10 questions à l'intérieur. Donc, peut-être que vous ne maîtrisez pas ces différentes connaissances-là, mais en même temps, vous allez voir que je vais vous donner tout de suite une rétroaction si c'est une bonne ou une mauvaise réponse. Et je vais être capable aussi de vous donner les points de façon automatique. Donc, la correction s'effectue de façon automatique. Oui, il existe d'autres outils. On parle d'Office Forms. Donc, on pourrait vous montrer beaucoup de possibilités, mais on voulait rester dans certaines possibilités. On a aussi la possibilité, puis on va faire l'exercice avec René. J'ai monté un petit PowerPoint, un Google Slide, OK, que René en fait. Puis je vais juste activer, je vais vous le présenter en temps réel. Donc, René, lui, de son côté, va entrer. Donc, moi, l'enseignant, je présente en fait l'activité à l'écran et les étudiants à distance sont capables d'accéder à mon PowerPoint, qu'il soit online ou Google Slide. Puis regardez comment j'ai fait ça. C'est que j'ai créé en fait des questions pour évaluer les connaissances et les étudiants, en fait, eux, de leur côté, vont être demandés d'aller déposer, en fait, le bon texte. Donc, très ludique, mais en même temps, ça fonctionne bien parce que ça met en action. Donc, on voit René est présentement dedans. Moi, je ne contrôle pas ma souris et je vais demander à René, en fait, de compléter la phrase. Donc, l'étiquette permet de définir un et d'améliorer la. Donc, René, de son côté, va déplacer, en fait, les boîtes de texte. Ne soufflez pas les réponses, là. Donc, René, je te demande juste de manipuler. Vous voyez qu'il est en train de cliquer. Il a déplacé, en fait, la boîte, l'étiquette. Ça aurait pu être une image aussi que j'aurais pu déplacer. Et tout ça, ben, c'est très ludique, mais en même temps, je suis capable de voir que René a bien compris qu'est-ce qu'il devait préparer, en fait, pour le cours. Et l'ensemble des pages, ben, on retrouve les mêmes termes, mais c'est toujours des phrases différentes en soi. Donc, super simple à faire, mais en même temps, c'est très facile et les étudiants aiment ça, parfois de se mettre en action puis d'aller compléter les choses. Autre truc qu'on vous partage, la possibilité parfois de réinitialiser super facilement. Donc oui, on crée des choses à l'intérieur de documents infonuagiques collaboratifs, mais on veut parfois ramener ça pour notre prochain cours. Et je ne veux pas recommencer de faire mon document en soi. Donc, dans l'ensemble des documents en ligne, on a toujours l'historique. Donc, dans Google, j'ai la possibilité de cliquer sur l'historique et de ramener ça, en fait, à un état préalable. Donc, voyez-vous, si je reviens en date du 20 février 15h25, bien, les choses, les manipulations que René a faites disparaissent. Donc, je restaure cette version-là et l'exercice que je vais avoir réalisé avec mon étudiant, bien, tout simplement, ça va être initialisé et ça va être prêt pour mon prochain cours. Et ça, oui, c'est possible de le faire avec PowerPoint Online. Donc, super simple, un truc qu'on voulait vous partager ce matin. Donc, je vais tout simplement fermer ma présentation. Nelson, juste ajouter, ça peut être quelque chose qu'on fait faire aux étudiants. Faites-nous 4 diapos avec la matière qu'on a vue, préparation à l'examen. Puis là, c'est les étudiants qui co-construisent la diapo, puis après, on la présente aux autres, puis on se teste. Donc, l'apprentissage va être encore plus ancré, là. C'est eux qui vont le créer. Et on peut être plusieurs personnes à l'intérieur d'un document collaboratif. Donc là, pour la présentation, c'est juste moi et René. Mais j'aurais pu toutes vous inviter, en fait, puis vous auriez déplacé les boîtes au fur et à mesure
On aurait pu dire, ben, tel étudiant prend les 4 premières slides et ainsi de suite. Donc, beaucoup de possibilités là-dedans. On peut schématiser des choses, on peut déplacer des images pour créer un processus, d'expliquer une ligne du temps. Bref, beaucoup de possibilités, mais allez maximiser l'utilisation des côtés souvent qu'on oublie dans un slide pour construire des choses à saveur pédagogique directement. Donc, je reviens à ma présentation. Pour ce qui est de la démonstration qu'on va vous faire vivre, en fait, c'est on va utiliser le Google Form, comme je disais, mais avant ça, je voulais vous parler un petit peu des possibilités au niveau technique. Donc, si vous avez un domaine éducationnel Google et que vous avez des Chromebooks, en fait, des appareils Chromebook qui sont en fait administrés par votre console d'administration, regardez qu'est-ce qu'on est capable de faire. Donc, on est capable de verrouiller les Chromebooks lorsque l'étudiant va réaliser en fait un questionnaire, il ne pourra pas en fait ouvrir d'autres onglets et d'aller naviguer sur Internet pour trouver d'autres réponses. Donc, il est en fait restreint à la page de son formulaire Google pendant un examen. Malgré qu'il soit à distance, ça fonctionne. Donc, il y a vraiment quelque chose de super intéressant. Cependant, il faut que les Chromebooks soient administrés par la console d'administration. Et ça, vos TI sont capables de faire le nécessaire pour faire cette configuration-là. Donc, c'est super intéressant, le mode verrouillé, en fait, sur les Chromebooks. Pendant la petite activité qu'on va vivre, je vais vous demander, en fait, de remplir un Google Form, que vous avez une rétroaction en temps réel, mais en même temps, je vais laisser, en fait, le partage de mon écran actif sur l'onglet Réponses. Donc, moi, comme enseignant, je suis capable de voir en temps réel les réponses rentrées, le pointage de mes étudiants, la moyenne. Mais qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que je suis capable de faire ressortir tout de suite les questions qui ont été le plus manquées. Donc, je peux revenir immédiatement dans la classe pour dire telle chose, tel concept n'a pas été compris. Je réajuste tout de suite le tir dans mon enseignement avant d'aller plus loin. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, on va vivre l'expérience. Donc, vous allez dans le site qu'on vous a préparé et dans la section 3, donc René a aussi collé le lien. Donc, dans la section 3, le point 3.1, vous allez cliquer directement sur le lien et je vais vous demander de répondre à ce petit questionnaire-là. Donc, c'est 10 questions. Il se peut que vous ne connaissez pas les choses, mais en même temps, c'est juste de vous montrer en fait comment ça fonctionne. Et présentement, j'ai partagé mon écran dans l'onglet Réponses comme enseignant et je suis capable de voir en temps réel les réponses rentrées. Présentement, j'ai 9 réponses de rentrée et j'ai une moyenne de 8,22 sur 10. Donc, on vous donne quelques instants pour aller répondre au questionnaire. Donc, j'ai collé 2 liens. J'ai le rappel du site avec les liens, mais si vous allez en dessous de questionnaire, c'est le lien direct pour répondre au questionnaire. Donc, j'ai 13 réponses. Et vous allez être capable de voir que j'ai donné une rétroaction si vous avez une bonne réponse, mais aussi une mauvaise réponse. Donc, la moyenne demeure 8,57 sur 10. J'ai 22 réponses en temps réel. Donc, je remets dans le clavardage le site pour les activités. Donc, on est à la section 3.1 présentement. Ça se corrige vite.
Il y a des gens qui sont contents de leur note. J'ai eu une bonne note. Donc, ça joue sur la motivation. Tu sais, quand tu as des bonnes notes, ça t'aide à continuer et à apprendre. Donc, on a 72 réponses jusqu'à présent. On laisse encore une dernière minute. Donc, le volet rétroaction, là, quand on regarde dans les méga-analyses des données avec John Hattie, on parle entre autres de la rétroaction à l'apprentissage est très important. Donc, en formation à distance, il faut l'utiliser beaucoup pour seulement le sentiment d'être seul à la maison, donc de savoir si on progresse dans notre apprentissage. Je vois Asma, là, quand elle a une bonne réponse, je la vois depuis tantôt, elle est motivée, elle fait un beau sourire, donc elle est engagée dans sa formation. Donc, cet aspect-là est intéressant. Là. Tout le temps qu'on fait un design de cours dans notre heure, notre présentation, notre 2 heures, prévoir des éléments comme ça, là, motivationnels, pour aller chercher l'engagement des étudiants. L'utilisation de Google Forms fait partie, en fait, des comptes Google. Donc, si vous avez un compte personnel, vous avez la possibilité de créer des formulaires Google Forms. Si vous avez un compte éducationnel par le biais de votre organisation, c'est en fait le même outil qui est disponible. Donc, certains enseignants vont prendre un compte personnel pour répondre à leurs besoins. Si l'organisation donne accès à un compte Google gratuitement, donc oui, c'est possible de le faire aussi. Puis pour ceux qui sont sur Office 365, on a la même possibilité avec Forms là, qui est inclus. Donc, l'enseignant peut utiliser Forms, faire un lien public et les étudiants, eux, n'ont pas besoin nécessairement d'avoir un compte. Donc, pour les personnes qui ont terminé, je vous demande d'aller mettre un commentaire suite à l'activité par rapport au Google Forms. Donc, en plein centre de l'écran, à la fin de la section 3, vous avez un bouton pour ajouter vos commentaires. Donc, descendez un petit peu plus loin dans le tableau et allez placer en fait un commentaire. L'avez-vous déjà utilisé? Est-ce que c'est quoi qui vous intéresserait d'utiliser à travers vos cours, soit en présence, mais aussi même à distance? Donc, vous voyez la force, en fait, de la rétroaction qu'on est capable d'avoir, bonne réponse, mauvaise réponse, pour engager, en fait, l'étudiant dans son apprentissage. Donc, René a placé directement le lien pour le commentaire. Excellent. Donc, on ne va pas non plus attendre l'ensemble des réponses pour continuer ce matin, mais c'était pour faire vivre l'expérience et vous montrer que l'enseignant en temps réel est capable d'avoir un portrait très précis, en fait, de l'ensemble de ses étudiants pour parfois réajuster, revenir sur des concepts importants et pour avancer dans sa structure pédagogique directement. Donc, juste vous rappeler, je vous vois écrire, on est à l'activité 3 actuellement, parce qu'il y a des gens qui écrivent des commentaires à l'activité 2, c'est pas grave, on va se retrouver, là, mais juste que le document sur la gauche, juste montrer les signets, Nelson, comment est-ce qu'on fait pour accéder aux signets qu'on a placés? Donc, sur la gauche, voyez-vous le petit symbole à votre gauche. Quand vous cliquez là-dessus, vous voyez les signets avec... pourquoi on ne le voit pas? Tu le vois-tu, toi? C'est ça, OK, le plan est là. Donc, quand vous cliquez sur Activité 3, Nemesien, vous tombez tout de suite à la bonne section Activité 3 pour aller commenter. Puis c'est de toute beauté de voir ça. Je ne sais pas, on est rendu... je ne sais pas combien qu'on est dans le document. Là. Il marque plus de 47, mais on est 52 actuellement là, à écrire des commentaires dans le document. Fait, ça permet un peu de tester la force de l'outil. C'est sûr, quand vous placez votre curseur, il y en a qui se battent. C'est moi qui vais écrire ici. Mais il s'agit d'aller cliquer plus bas. Vous vous battez pour avoir votre place pour inscrire. Là. Un des trucs qu'on peut faire quand on fait une page commentaire comme ça, qu'on donne l'information à un groupe, on peut déjà préétablir les noms des gens dans les cases, puis là, ils savent où aller écrire à droite. Donc, ça peut être une solution là, pour éviter qu'il y ait un combat de curseur là, pour écrire la réponse qu'on veut. Excellent. Donc, ce matin, pendant l'atelier, il n'y aura pas de pause, mais d'habitude, à chaque heure d'enseignement, il y a un 10 minutes en fait de pause. On voulait maximiser le temps que nous avions avec vous pour présenter le maximum d'outils. Donc, on est dans un dernier droit jusqu'à 11 heures pour compléter la formation. Mais lorsqu'on est en formation à distance, souvent, on va prendre une pause de 10 minutes à chaque heure en fait d'enseignement. Puis, ce que je me permets d'ajouter, Nelson, aussi là-dessus, tu sais, quand on fait des choix d'outils actuellement, il y en a qui ont des microcasques. Dans les outils, il y a peu d'outils qui maintenant, en fait, l'éco-cancellation, c'est que j'ai mon portable, j'ai pas de microcasque. C'est sûr, pour l'aisance, la qualité sonore est quand même bien. Puis, on n'a pas de retour de son parce que dans certaines applications, évidemment, on est obligé d'avoir un microcasque, sinon on a constamment un retour de son.
Quand on parle de l'aisance, quand on a plusieurs heures de cours à faire, bien évidemment, si on a une application qui permet aux étudiants de ne pas avoir de microcasque, bien, c'est sûr qu'on a un avantage là, par rapport au confort. C'était ma petite parenthèse. Excellent. Donc, on va continuer par la suite dans la section de mettre en pratique par la démonstration. Donc, on voulait vous faire vivre une expérience. C'est super important de parfois de présenter et de démontrer des choses. Puis parfois, c'est un défi de le faire en présence. Exemple, en soins infirmiers, on veut présenter à l'ensemble de la classe comment faire pour mettre un cathéter. Bien, imaginez-vous une classe de 36 autour de l'enseignant, mais parfois, il peut faire chaud, parfois, il y a des mauvaises senteurs aussi. Et il y a des façons de faire pour présenter super facilement. Donc, René, présentement, il va faire une expérience en direct par le biais de son téléphone cellulaire. Donc, présentement, René est dans son bureau, mais je vais lui demander, en fait, de se déplacer pour aller marcher à l'intérieur de la bibliothèque pour vous présenter comment faire pour retrouver un livre parmi les rayons. Un exemple très banal en soi, mais en même temps, on voulait vous montrer les possibilités que nous avions derrière l'utilisation, en fait, d'un téléphone cellulaire avec l'application Zoom. Donc, exemple, j'ai un groupe et je veux faire une visite industrielle. Donc, au lieu de déplacer 30 personnes à l'intérieur, en fait, d'une entreprise, bien, on est capable, en fait, de pouvoir utiliser un téléphone, une tablette pour amener, en fait, la classe de façon virtuelle et de faire vivre l'expérience. Donc, vous le voyez, René, présentement, est avec son cellulaire en sans fil et est capable, en fait, de marcher à travers la bibliothèque et de vous montrer, en fait, le rayon. Donc, on est en train de voir... Donc, c'est vrai, c'est pas René, il y a comme deux comptes à lui. Donc, il faut prendre le deuxième compte où est-ce que c'est... Excuse-moi, Nelson, mais on ne le voit pas. Oui, René, il va tout simplement... Est-ce que vous voyez bien? Non. Donc, je suis en bibliothèque, j'ai les cotes de livres, dans le fond, les sciences appliquées. Donc, je vois ma cote ici. Et René, là, ta caméra est fermée je vais aller présentement. chercher mon livre. René, ta caméra est fermée présentement. Oui, elle était ouverte ça, tout à ça serait l'heure. bon. Là, ça va. Là, on le voit. Donc, continue de parler, René. Ma caméra est fermée, non? La Ah, voyez-vous? Là, c'est correct. Donc, c'est ça. Donc, on peut aller, je peux me promener, mais quand même, la mobilité est quand même là, bien. Si on veut faire des démonstrations, montrer des choses un peu plus dynamiques, le téléphone, à ce moment-là, devient un outil fort intéressant là, pour faire des démonstrations un peu plus techniques. Donc, petite visite de la bibliothèque. C'est bon. Donc, vous voyez un petit peu qu'est-ce qu'on est capable de faire par le biais d'un téléphone cellulaire. Autre chose qu'on voulait vous présenter, en fait, c'est une démonstration avec l'application Zoom. Donc, René, peut-être, c'est ça, désactiver ton micro pour pas d'écho. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait, la caméra U. Donc, c'est une caméra, en fait, documentaire. J'ai un fil USB qui est branché. Et par le biais, en fait, de l'application Zoom, je vais faire un deuxième partage de caméra. Et avant de partager, en fait, la caméra, je vous présente, en fait, comment construire, en fait, un connecteur réseau. Je vais faire une manipulation en direct selon la norme TIA 568A pour construire, en fait, un câble réseau en direct. Donc, je vais partager mon écran selon une deuxième caméra. Donc, vous allez voir, en fait, mon partage de caméra en temps réel. Donc, vous voyez mes mains. Donc, en plus de me voir de façon visuelle en train de parler, vous êtes capable de voir, en fait, la manipulation que je vais faire. Donc, j'ai amené mon matériel, donc un petit câble réseau. Et en même temps, je vais le faire, je vais vous parler. Donc, je suis capable, en fait, de faire des exercices directement, de le présenter à distance. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu comment faire un connecteur réseau en direct. Et c'est quelque chose que je vais vous montrer ce matin. Ça va prendre à peu près 1 minute. Je vais être capable de vous parler en même temps. Donc, parfois, en pédagogie, on veut en fait faire des manipulations en direct. Donc, imaginez-vous dans la classe, en fait, j'ai de la misère, dans la classe de soins infirmiers, qu'on va faire un cathéter. Donc, par le biais d'une caméra U comme ça, on est capable, en fait, directement de pouvoir le présenter devant la classe, mais aussi de pouvoir enregistrer cette manipulation-là. Donc, si l'objectif et la compétence à atteindre, c'est que l'étudiant puisse faire, en fait, un connecteur réseau, bien, j'ai la possibilité, en fait, de faire cette manipulation-là en direct. J'ai aussi la possibilité de faire une capsule vidéo. Donc, voyez-vous que
c'est parfois long de faire les câbles réseau. C'est pour ça que maintenant, on va les acheter au lieu de les faire directement. Ça revient moins cher. Mais c'est une manipulation qui peut être super facile à faire. Donc, on a un code de couleur à respecter. Donc, chacun des fils a un code. Donc, c'est le blanc, vert, vert, blanc, orange, bleu. Donc, peut-être que c'est ce matin que je vais vous montrer comment faire le tout. Donc, il faut prendre le temps de bien manœuvrer les fils. Blanc, bleu, orange et blanc, brun, brun. Donc là, j'ai placé mes fils correctement. Par la suite, en fait, c'est super important de bien appuyer pour placer les fils. Donc, voyez-vous, c'est comme pas parfait, mais en même temps, je vais réussir à faire le nécessaire. Donc, c'est super important de bien placer les fils comme ça. Vous le voyez bien. Mon connecteur est comme ça et je dois rentrer les fils au maximum. Donc, avant de pouvoir rentrer les fils, je vais tout simplement les couper. Donc, je les coupe le plus droit possible. Et là, j'ai un petit fil qui me coince. Donc, je vais couper correctement sans me couper les doigts, bien sûr. Donc, voyez-vous, j'ai coupé les fils le plus droit possible. Et par la suite, on doit insérer le connecteur. Puis comme bon enseignant, il faut expliquer que c'est super important lorsqu'on rentre les fils, de les rentrer de la bonne façon et de voir et de revoir le code. Donc, blanc, vert, vert, blanc, orange, bleu, orange, blanc, brun, brun. Donc là, je vais tout simplement pousser. Et lorsqu'on fait des câbles réseau, c'est super important d'aller vérifier que les fils arrivent jusqu'au bout. Je vois l'ensemble de mes fils ici. Donc, je suis capable de bien les rentrer. Et par la suite, je vais prendre une pince à sertir qu'on appelle. On rentre le connecteur directement dedans. On appuie encore très, très fort et on va crimper en fait le connecteur. Et là, vous entendez le son sûrement. Et par la suite, mon connecteur est fait correctement. Donc, voyez-vous, je suis capable de voir les bouts de fil directement, dans le côté aussi. Et lorsque j'arrive pour le connecter directement, ça fonctionne. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de faire des câbles réseau. Donc, peut-être c'est la première fois que vous vivez l'expérience en direct. Moi, ce n'est pas le premier que j'effectuais. Mais en même temps, on voulait vous montrer la possibilité, en fait, d'une caméra U comme ça. Imaginez-vous, en fait, qu'on est capable de pouvoir aussi prendre la caméra pour filmer l'environnement de la personne. Donc, présentement, je suis un étudiant qui fait un examen à distance, mais je suis capable de voir que son environnement est propice. Il n'y a pas des choses qui peuvent, en fait, le déranger, copier. Donc, c'est vraiment très, très intéressant, la possibilité de la caméra U. Donc, on peut s'en servir aussi pour diffuser en direct. Donc, là, vous allez me voir directement là. Mais j'ai aussi mon autre caméra que je vois directement. Donc, la caméra U, en fait, fonctionne bien dans Zoom. Et c'est Zoom qui nous permet, en fait, de faire un deuxième partage de caméra en soi. Donc, je vais revenir à ma présentation. Bien, comme le souligne Claudine, c'est la définition d'image. Donc, vous voyez, là, dans le choix des outils de visioconférence, Zoom va nous permettre une définition HD. Dans le choix des caméras, Nelson, on a la U et la U Pro. Ce qu'on voyait, c'était de la U Pro, donc je vous recommande d'utiliser celle-là parce qu'elle est vraiment très haute définition et Zoom va être capable de rendre cette définition-là. Quand on fait un choix d'outils comme Adobe Connect ou VIA, on ne réussira pas à aller chercher cette définition d'image-là parce qu'évidemment, l'image est beaucoup trop compressée. Fait que dépendamment de ce qu'on va enseigner, bien, le choix de l'outil de visioconférence peut être intéressant. Et dans le cas d'un étudiant où il suivra un cours en informatique où justement on a la tâche à faire, développer l'habilité de faire des câbles réseau, on peut s'imaginer que ces étudiants-là, on pourrait leur dire, bien, comme préalable, tu dois acheter une caméra U en dépôt, quelque chose comme ça. On en envoie une à chaque étudiant. Donc, un peu moins de 100 $. Et à ce moment-là, autour de 125, mais ça fait partie d'une condition obligatoire là, pour suivre son cours à distance. C'est quand même pas très dispendieux pour toutes les fonctionnalités que cette caméra peut aller apporter et développer des habiletés à distance. On peut penser à de l'évaluation, des choses comme ça devient possible. Donc, on vous laisse aller dans le site pour mettre certains commentaires au niveau de l'activité numéro 4 qu'on voulait vous faire vivre. Donc, est-ce que vous connaissez la caméra U, oui ou non? Est-ce que vous avez des utilités que vous voyez à travers votre pédagogie directement? Donc, veuillez vous rendre directement dans le tableau
à la section numéro 4. Donc, je vois certains commentaires. Donc, c'est vraiment très peu dispendieux pour qu'est-ce que ça peut vous amener, en fait, à travers les possibilités dans votre pédagogie pour créer des capsules vidéo, de faire de l'enseignement à distance, et tout ça pour aussi peu de 100 $. Et qu'est-ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que c'est très, très malléable. Vous le voyez, là. Je suis capable de la plier, de la torsader. Je ne peux pas la briser en soi. Et je n'ai pas d'action, en fait, dans l'entreprise. J'aimerais bien, parce que c'est vraiment un coup de cœur, on est capable d'avoir dans 4 couleurs, selon votre humeur, le rouge, le vert, le bleu. Et je pense que c'est l'autre couleur, je ne me rappelle pas c'est laquelle. Bref, super simple, super efficace. Et on est capable de faire bien des choses avec ça. Puis Nelson aussi, elle est éclairée. Hein? Tu as des petites belles. Mais c'est pas ça qui va faire la grosse différence en soi, je vais être franc. Okay. Là. Donc, on est capable de l'allumer, mais ça ne va pas éclairer tant que ça en soi. Puis l'intérêt de la caméra, c'est qu'il y a un fil de 6 pieds avec. Quand entre autres, Nelson montrait son environnement, on peut reculer la caméra et la longueur du fil permet aussi de voir la personne à sa station de travail, là, indépendamment de ce qu'on veut réaliser avec la personne. Je pense entre autres. Le commentaire de Mathieu aussi, on a la possibilité d'avoir un focus dessus pour l'ajuster, donc pour faire des manipulations très, très proches. On est capable de l'ajuster au niveau du focus. Ça nous permet d'avoir une qualité incroyable. Donc, je l'avais pas mal ajusté pour la petite démonstration que j'ai faite en temps réel, mais on est capable de faire là, beaucoup de possibilités avec. Il y a déjà, on peut y associer un microscope. On est capable, j'accompagne une enseignante en biologie qui a fait des capsules pour présenter comment fonctionner avec un microscope. Donc, par le biais de la caméra U, on va se positionner super proche et on est capable de filmer certaines séquences facilement. Dans le site aussi, je vais juste vous le montrer. Donc, dans le site, on vous a mis ici un petit document. Donc, concernant la surveillance d'évaluation à distance en FAD, par le biais de Fadio, on a créé en fait une petite fiche. Donc, c'était quoi une problématique? Donc, qu'on avait pour surveiller des examens à distance. On a amené en fait une piste de solution. Donc, comment on peut travailler ça? Donc, vous êtes capable d'avoir accès à la ressource. Donc, c'est un partage que Fadio donne à l'ensemble de la communauté. Le lien pour la démonstration YouTube qu'on a fait, comment le faire. Donc, c'est super intéressant. Le matériel qu'on vous rend disponible ce matin. Donc, on ferme ça. Est-ce que l'ensemble des personnes ont mis excellent les commentaires? Super. Donc, on revient à notre présentation. Et là, maintenant, on va vous faire vivre encore une fois une autre activité. On va parler un petit peu de la différence entre la collaboration possible qu'on peut avoir, mais aussi la co-création. C'est super important de différencier, en fait, ces deux concepts-là que, dans ma tête, c'est vraiment différent par rapport à ça. Donc, quand on parle de collaboration, on est capable, en fait, de voir qu'il n'y a aucune répartition du travail qui se fait entre les participants. Une fois le travail qui va être réalisé, bien, les personnes vont être capables de s'identifier au travail fourni par chacun. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire de façon commune. Donc, chaque personne va collaborer, va compléter certaines choses. Mais de la co-création, en fait, c'est qu'on est capable de voir que pour un travail très précis, on est capable de répartir de façon très claire le travail qui va être à faire entre les participants. Donc, la personne A va faire l'introduction et le premier paragraphe. La deuxième personne va par la suite compléter et construire de façon collective, en fait. Et les définitions qu'on vous présente aujourd'hui, c'est l'Université de Genève, en fait, puis ça va faire partie de la bibliographie qui a construit ça, mais c'est super important que lorsqu'on donne des consignes dans un mode collaboratif, que ça soit clair. Qu'est-ce qu'on attend de la part de chaque étudiant dans la co-création? C'est sûr que les outils numériques nous permettent de valider et même, exemple, à travers les produits Google, on est capable de savoir l'apport et l'effort de chacun dans un document. Donc, il existe des possibilités en ce sens. Mais maintenant, on a comme l'obligation un petit peu d'aller et d'amener les étudiants à travailler en équipe. Ça fait partie, en fait, des habiletés que nous devons développer. Et j'aime bien le proverbe africain, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Par Fadio, au départ, c'était vraiment là, le début en soi là, de notre proverbe. Donc, en présence, mais aussi à distance, on a la possibilité de pouvoir collaborer dans les mêmes documents en soi de plus en plus. Puis depuis le début de l'atelier d'aujourd'hui, on fait vivre des expériences de façon commune à travers des outils performants et ça répond, malgré qu'on est vraiment beaucoup dans l'atelier,
on est capable de voir que c'est très concluant en soi, c'est soutenu par la technologie et on est vraiment content. Exemple qu'on a fait, nous, ici, en soins infirmiers, bien, on avait des cas, des analyses de cas à faire à travers des étudiants. Et chaque personne avait une responsabilité. Donc, une personne recherchait la médication, les effets secondaires, et tout ça pour être capable de bien travailler le cas. Donc, l'enseignant présentait un cas, et par la suite, les étudiants et étudiantes qui travaillaient en équipe étaient amenés à répondre à l'analyse de cas. Mais chaque personne avait une tâche à faire très, très précise en soi dans la co-création pour permettre ça. Donc, il existe différents outils. On voulait vous montrer une possibilité ce matin que vous avez peut-être déjà vécu, mais en même temps, c'est de vous montrer un petit peu comment on est capable parfois de mettre ça en place super facilement. On n'a pas d'environnement numérique d'apprentissage, on est seul avec soi-même. Bien, on vous donne des astuces avec la présentation d'aujourd'hui. Donc, je vous montre en fait le travail collaboratif qu'on est capable de faire, puis vous allez être amené en fait à travailler. Donc, oui, on aurait pu séparer l'ensemble de la classe en ateliers, de vous envoyer des choses, mais on voulait le faire de façon différente. Donc, dans la section 5, en fait, du site, je m'excuse, je suis en mode édition dans cette... je vais juste ouvrir le bon lien. Donc, dans la section 5, naviguer dans les différentes équipes. Donc, j'ai placé en fait un Google document que l'ensemble des participants peuvent déjà y avoir accès. Puis regardez comment j'ai construit ça. J'ai construit un document avec des boutons, OK, pour nous permettre en fait de pouvoir parfois amener les étudiants à un endroit. On n'a pas de Moodle, on n'a pas de Classroom, on n'a pas de OneNote, mais on veut partager l'information super facilement sans pour autant commencer à se casser la tête avec la structure. Donc, on se fait des documents comme ça. Et chaque bouton, en fait, va donner accès à un document d'équipe. Donc, on clique dans le document et là, on a accès, en fait, en modification au document. Donc, j'ai tout simplement mis du lorem ipsum pour mettre des choses. J'ai mis des consignes aussi pour chacune des personnes par équipe. Et lorsque les personnes doivent changer d'équipe, on a tout simplement à revenir à notre document original. Maintenant, je vais aller à l'équipe numéro 3, tout simplement. Donc, ça nous amène un facilitant pour amener le travail à faire à l'intérieur des équipes directement. Donc, pour l'exercice numéro 3, donc si on revient au site, donc on vous demande en fait de naviguer dans différentes équipes. Donc, on est 120 personnes. On va diviser en fait, aller dans l'équipe 1, 2, 3, 4, 5. On vous demande en fait de réaliser les consignes. C'est super simple et je vous le présente en même temps. Donc, on va tout simplement sélectionner une phrase dans un document collaboratif. On ajoute un commentaire en haut à droite. On va aller inscrire un commentaire. Donc, c'est quoi le lorem ipsum? Tout simplement. Et on vous demande de répondre à un commentaire d'une autre personne. Et quand on arrive pour répondre, on clique sur le commentaire. Et moi, tout simplement, c'est un texte par défaut. Donc, on vous demande en fait d'aller placer des commentaires à travers un document, de donner comme une rétroaction et de répondre en fait directement. Donc, on vous laisse quelques minutes pour expérimenter en fait le tout. Donc, naviguez à travers les documents, revenez en fait à travers le menu d'équipe pour aller dans un autre document. On pourra faire, par exemple, une activité pédagogique qu'on appelle le travail en équipe, donc les graffitis. Donc, chaque équipe travaille sur un document X pendant 5 minutes et par la suite, après 5 minutes, on demande aux équipes de changer de document. Donc, en présence et à distance, on est capable de le faire super facilement. Donc, on vous laisse expérimenter ça et ça se passe dans la section numéro 5. Allez mettre quelques commentaires à travers n'importe quel document. Et par la suite, naviguer d'un document à l'autre.
Nelson, il y a quelqu'un qui dit qu'il est en lecture seule. Je ne sais pas dans quel exercice il est. Le premier document, le menu des équipes, lui, est en lecture seule. Mais tous les autres documents sont en mode modification. C'est quel document, René, que tu es dedans? Puis comme Julie mentionne, on a la possibilité de faire la même chose aussi avec les documents d'Office en ligne. Ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Donc, vous comprenez qu'on est capable de commenter de façon collective. Donc là, on est plus en mode collaboration parce qu'on va émettre des commentaires pour construire des choses. On n'a pas défini des consignes qui vont séparer complètement le travail. René Tardif mentionne 5.1 sur les deux liens. 5.1, c'est dans le site, je vais voir. Le document des équipes est simplement en lecture seule, c'est tout à fait normal. Donc, il faut rentrer dans une équipe, une des 5 équipes. Quand on clique dessus, après, on peut aller inscrire des choses dans l'activité. C'est ça, il y a un commentaire de Julie Bélanger. Donc, dans Office, c'est moins convivial pour travailler à plusieurs dans un même document. Est-ce que je me trompe? Non, c'est un petit peu la réalité. La réaction et la rapidité de Google est plus omniprésente que par rapport aux documents d'Office en ligne. Au niveau des commentaires, la rétroaction en direct en soi. Donc, c'est un peu l'expérience qu'on voulait vous faire vivre directement. Donc, il y a certaines personnes qui ont émis des commentaires à travers. Je vous demande de compléter les commentaires donc, suite à l'activité. Donc, dans la section 5, allez en bas pour émettre des commentaires et je vous demande d'aller dans le tableau, en fait, un petit peu plus bas pour l'activité numéro 5. Parce qu'on a comme perdu le signet 5. Oui, c'est ça, il y a quelqu'un, je crois, qui le... Je vais le remettre comme ça, puis il va être correct. Donc, on est capable de l'utiliser, en fait, dans du travail en équipe, lorsqu'on développe des choses entre enseignants pour co-construire des choses. Donc, on est capable d'aller très, très loin en soi. Encore une fois, l'exemple des menus d'équipe, parfois on n'a pas de structure pour nous aider, mais c'est un exemple. On a mis des boutons et sur chaque bouton, on a mis des liens d'adresse directement sur le bouton. Donc, on est capable de s'arranger super facilement. René, je ne sais pas si tu as vu le commentaire de René Tardy qui dit qu'il n'y a aucun lien qui fonctionne. C'est une question de navigateur, si j'en vois tant. C'est possible. Je ne sais pas si elle utilise Explorer ou Chrome, mais avec Explorer, ça peut causer problème des fois. Donc, peut-être, René, utiliser Google Chrome pour accéder aux documents. Parce que je vais juste aller coller un lien direct, là, mais... Elle utilise Chrome déjà. Pourtant, les liens sont bien actifs parce qu'il y a déjà des personnes qui ont été capables de mettre les commentaires à l'intérieur d'un document. Là, je l'ai recollé directement. Peut-être prendre le lien en clavardage direct. Là. Ouais. Puis, au niveau de la page des commentaires, vous pouvez en fait descendre un petit peu plus bas pour aller placer les commentaires. Donc, j'ai un commentaire de Mme Brigitte. Donc, je ne saurais pas comment mettre le tout en place. Donc, oui, il existe des formations, en fait, qui nous aident à paramétrer nos documents en droit de partage. Donc, présentement, vous voyez que vous êtes à l'intérieur d'un document Google Doc de façon anonyme. Donc, c'est tous des paramétrages que l'on a fait en soi au départ pour préparer le tout en avance. Peut-être aller sur le site de fadio.net. Dans la semaine de la FAD en 2017, si je ne me trompe pas, j'avais donné un atelier sur Google Drive et les droits de partage. Donc, allez fouiller à l'intérieur du site de Fadio. Il existe des belles ressources, c'est disponible.
et vous êtes capable de retrouver l'information nécessaire pour construire en fait l'atelier directement comme que l'on fait. C'est le même texte pour l'ensemble des équipes où j'ai juste fait un copier-coller des documents pour que ce soit le plus simple possible. Donc, c'était l'activité numéro 5. Merci pour vos commentaires. On va passer à la prochaine section. Donc, René, je te redonne la parole. Oui. Donc, ici, on va essayer un nouvel outil, donc de la formation de la synchrone ou asynchrone. Donc, l'activité, en fait, avec Flipgrid, qu'il y en a qui ont mentionné, puis peut-être des fois, on a plus ou moins expérimenté. Donc, Flipgrid est vraiment un outil de rétroaction vidéo. Donc, c'est un peu à la sauce d'un forum de discussion où l'enseignant met un sujet et les étudiants vont répondre à ce moment-là par vidéo. Flipgrid, c'est Microsoft qui l'a acheté. Là. Ça a été débuté, mais ils sont maintenant propriétaires de ça. Et pour les enseignants, donc, c'est gratuit. Et il y a plusieurs possibilités, en fait, lorsqu'on crée un Flipgrid, de paramétrer les choses pour entrer à l'intérieur. Le Flipgrid que je vous montre, il est gratuit dans le sens que, puis je vais partager mon écran, Nelson. Donc, je vais aller ici. Donc, vous pouvez vous créer un compte à partir d'un compte Office 365, Google ou tout ça. Et en fait, les étudiants n'ont pas nécessairement besoin de se créer de compte. Il y a des possibilités de paramétrer pour des questions de sécurité, soit que les étudiants ou les élèves vont entrer avec un code que vous leur envoyez pour pas que n'importe qui aille voir la vidéo. Mais moi, je vous ai mis actuellement en mode public. Donc, lorsque je crée un sujet, donc j'appelle ça un grid, eux autres, en anglais. Donc, malheureusement, c'est pas en français. Et lorsque je crée une grille, en fait, je peux à ce moment-là créer une vidéo et paramétrer différentes choses à l'intérieur de la plateforme. Donc, si j'édite le produit, donc j'ai dit bonjour, je peux timer ma vidéo. Je veux que ma vidéo dure pas plus que, en fait, on a le choix entre 15 secondes et 5 minutes. Donc, on peut avoir des contraintes par rapport à ça. Et là, ici, je peux écrire les consignes que je demande aux étudiants. Donc, ça peut être un retour sur un stage qui a été vécu, ça peut être de parler sur des consignes qu'ils ont vues, donc faire juste une rétroaction vocale à ce moment-là. Donc, si on a des consignes plus complexes, on peut mettre des liens vers des documents, donc complète cette fiche et fais-moi une rétroaction vocale de la chose. Donc, moi, ce que je vais vous demander, donc c'est le petit travail que vous allez devoir faire, c'est en fait de dire tout simplement « Allô » dans votre vidéo et de partagez-nous une activité que vous avez réalisée pour dynamiser votre cours. Donc, vous aurez 3 minutes pour la compléter. Et sachez que quand vous faites une vidéo, l'avantage, c'est qu'il y a plein de petites choses qu'on peut mettre. On peut ajouter des bonhommes sourire, écrire, changer de fond. Vous allez voir que votre vidéo, on peut la paramétrer pas mal. Et de la manière que ça va se présenter par la suite, dans mon cas, je vais juste revenir ici. À mesure que les gens, en fait, vont voir, je peux même voir une vue d'étudiant. Ce que vous allez voir en cliquant sur le lien, ça va être tout simplement ça ici. Donc, dites « Allô » et là, vous allez commencer aussi à avoir les réponses. Donc, Nelson s'est pratiqué hier, donc il a fait une réponse. Fait qu'on peut répondre à Nelson ou répondre au sujet. C'est vraiment le principe du forum. Que ça va être fort intéressant de faire un audio. Donc, dans des moments asynchrones, on pourrait demander aux étudiants, vous avez la semaine pour répondre au sujet et ça permet de créer une dynamique, voir la vidéo des autres étudiants, surtout si dans notre formation à distance, on a des points de rencontre un peu plus espacés dans la session. Ça peut créer une dynamique intéressante si on lance un sujet à chaque semaine. Il y a des codes QR là aussi pour entrer à l'intérieur. Donc, si vous allez sur le site, vous allez tout simplement cliquer sur flipgrid.com/Fadio. Et vous allez pouvoir commencer la démarche. Et là, je devrais commencer à rentrer les vidéos. Si vous êtes dans Zoom et votre caméra est allumée, Flipgrid ne pourra pas prendre votre caméra. Il faut juste fermer la caméra dans Zoom le temps que vous fassiez votre capture dans Flipgrid. Je vous invite à l'essayer, puis on va aller voir les petites vidéos qui vont arriver tranquillement de votre part.
Donc, j'ai Alexandre qui a déjà produit une vidéo. Donc, on voit déjà le nombre de vues là, qui s'ajoute tranquillement. René, il y a quelqu'un qui demande si on doit s'inscrire ou pas. Pour y répondre, non. Il me semble bien, là, confirmez-moi, on va essayer. Tu fais juste le plus, puis en fait, tu rentres dans la vidéo. Mais pour être créateur de contenu, on peut s'inscrire avec notre compte Google ou Microsoft là, gratuitement. Est-ce que vous me confirmez quand vous cliquez sur le plus, vous rentrez à l'intérieur, tout est correct, là? OK, pour répondre, on demande quand même une connexion au compte Google ou Microsoft. OK. T'avais-tu fait ça hier, Nelson? Oui, j'ai dû me connecter avec mon compte Google hier. Bon, ben, faut se connecter finalement. Parce qu'il y a une possibilité aussi, il y a un autre niveau là, de paramétrage qu'on peut faire, c'est avec l'adresse des étudiants, en fait, un autre domaine qu'on pourrait configurer la chose. Tu vois, ça commence à rentrer. Donc, Marie-Pierre est là. Étienne, je pense qu'on n'a pas d'image. C'est la capture d'écran qu'on peut prendre à la fin pour mettre Ah oui, OK. en vignette. Donc, Estelle a joué avec les différents fonds. Là, on peut faire une vidéo un peu plus anonyme, Myriam aussi. Donc, c'est vraiment intéressant de dynamiser une classe, d'aller chercher ce petit outil-là qui est quand même assez simple à utiliser, Marie-Claire. Julie-Ève, Elzé, là, ça rentre, ça rentre. Donc, imaginez un article, un texte que vous avez écrit, vous demandez une opinion des gens. Donc, durant la semaine, ça peut être fort intéressant. Dans la séquence, on doit s'enregistrer de façon vidéo. On fait suivant. On est capable de faire une capture d'écran. On fait suivant. Et par la suite, on est capable d'envoyer le tout. Peut-être, René, tu peux faire la manipulation en même temps que pour l'expliquer. Donc, on voit René présente un petit peu les nombreuses possibilités qu'on retrouve. Son micro étant fermé dans Zoom, c'est pour ça qu'on ne l'entend pas. Attends, je fais ça, m'entendez-vous? Oui, ça marche bien. Donc, les différentes couleurs qu'on peut aller mettre. Donc, on peut faire un tableau de démonstration aussi dans ce cas-là. Il y a vraiment beaucoup de possibilités qu'on peut aller chercher. Ça, c'est le rappel de la consigne à droite. Là. On peut aller voir c'est quoi qu'on avait à faire. Et là, si je veux revenir, oups, là, j'ai fermé mon grid. Et là, ça continue de rentrer. Ah, Daniel est là. Bon, bonjour Daniel. Donc, le petit sticker, si on veut être anonyme, donc on voit... Écoute, Nelson, je pense qu'on ne pourra pas aller plus loin que ça. Le temps file, donc 1h44 pour ne pas passer à travers toutes nos choses. Donc, c'est l'activité numéro 6. Celle-là, donc, on peut aller commenter. C'est une découverte pour vous ou en tout cas, les possibilités pédagogiques sont également assez grandes là, par rapport à ça. Brigitte me dit, je n'arrive toujours pas à vous envoyer ma vidéo. Donc, je ne sais pas c'est quoi la problématique. Là, il en rentre plusieurs. Donc, vous voyez aussi que cet outil-là doit être à explorer avec les étudiants. On peut faire des tests ensemble, s'assurer que tout fonctionne pour que lorsqu'on fait une activité d'apprentissage, les étudiants soient autonomes là, dans cette production de grille-là.
Est-ce Donc, que je vais encore une le fois, faire? vous avez la possibilité d'aller mettre des commentaires à l'intérieur du document. Donc, n'hésitez pas à aller placer des commentaires. Comment avez-vous vécu l'expérience de Flipgrid? Le connaissiez-vous auparavant? Donc, c'est super intéressant de qu'est-ce qu'on est capable de faire à l'intérieur encore d'une classe, mais aussi à l'extérieur de la classe. Donc, de demander une rétroaction à ses étudiants suite à l'écoute d'un documentaire, suite à la réalisation d'exercices ou autre chose. Donc, c'est vraiment gagnant, gratuit, simple, très ludique. Hein? Il faut se le dire, c'est vraiment intéressant. Donc, René, si ça ne te dérange pas, je vais présenter la dernière section. Donc, juste à me redonner le contrôle. On est dans le dernier droit. Ça va super bien jusqu'à présent. Donc, on a expérimenté. Si vous désirez laisser des commentaires aussi suite à l'utilisation de Flipgrid, n'hésitez pas, allez-y. Gênez-vous pas là-dessus. On voulait vous terminer en fait en vous donnant accès à un outil que nous n'avons pas fait, OK, mais c'est vraiment la Poly de Montréal qui a réalisé cette trouvaille, un trésor, c'est un bijou en soi. Ils ont développé en fait un site où est-ce qu'ils ont déposé des vignettes de pédagogie active. Souvent, comme enseignant, on refait des activités, on reprend des choses, mais on manque d'inspiration. Pourquoi? Parce qu'on est fatigué, on a une surcharge, mais il faut se réinventer. Puis par le biais des vignettes de pédagogie active, on est capable d'aller se réinventer, de refaire les choses de façon différente et d'aller très, très loin en soi. Comment je vais vous le présenter? Je vais tout simplement vous montrer en temps réel. Donc, je suis dans le site. Présentement, il y a 100 fiches de pédagogie active qui sont déposées déjà. Ils ont un désir de se rendre à la hauteur de 300 fiches. Donc, il y a des enseignants qui développent du contenu et qui rendent ça accessible totalement gratuitement. Merci, vraiment. L'outil de recherche est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce qu'on est capable de dire, bien, le déroulement de l'activité, c'est où est-ce qu'on va le faire? C'est-tu dans la classe? C'est pendant plusieurs séances? C'est-tu en classe et hors classe? Donc, moi, pour faire l'exercice, je vais dire, bien, ça, c'est vraiment en classe seulement. Voyez-vous, ça a déjà ciblé 48 fiches au niveau de l'activité. Par la suite, je vais faire une activité dans mon plan pédagogique d'à peu près 30 minutes. OK? Je ne veux pas que ce soit trop long. Donc, à peu près 30 minutes. Et par la suite, les participants, c'est-tu de façon individuelle, collective? C'est-tu des petits groupes, des grands groupes? Donc, c'est vous. Mais moi, qu'est-ce que j'aime bien à la fin? C'est quoi mon intensité d'animation? Aujourd'hui, là, ça ne me tente pas. Là. Il m'est arrivé quoi? Puis, regarde, je vais aller dans le minimum possible. Mais je pourrais dire, bien, je vais être omniprésent puis je vais animer pendant l'activité. Donc, tout ça, c'est des critères de recherche qui vont en fait raffiner en fait les résultats. Et là, autrement dit, avec qu'est-ce que j'ai coché? Bien, ça m'a proposé certaines activités de pédagogie active. Donc, exemple, je prends l'activité 1, 2, tous. Donc, je veux en savoir plus. Je clique directement dessus. Et par la suite, bien, ça va me dire comment que ça peut se faire. Donc, la description. Pour la réalisation de l'activité 1, 2, tous, l'enseignant planifie des segments d'exposés magistraux de courte durée de 10 à 20 minutes portant sur la matière. Ensuite, il pose une question ou propose une courte tâche aux élèves. Il alloue 1 minute pour y réfléchir seul, donc le 1. Cette étape est importante car elle permet à l'élève de formuler une réponse élaborée. Puis, l'enseignant invite à se comparer en dyade, le 2. Donc, ils vont se parler en paire pour échanger sur leur réflexion. Et par la suite, une personne de l'équipe va ramener en fait l'information à la classe. Donc, l'ensemble des étudiants vont être actifs à ce moment-là. Et par la suite, on va être capable de faire en fait vraiment un partage au travers de la classe. Regardez qu'est-ce qui est intéressant. La procédure, comment je peux le faire? C'est quoi mon matériel requis à l'intérieur de ma classe? Y a-t-il un contexte virtuel au niveau de la formation à distance? Bien oui, ça peut se faire super facilement. Exemple, dans Zoom, on va placer les personnes en équipe de 2. Ils vont se parler. Et par la suite, on revient en grand groupe pour échanger à travers l'expérience. Voyez-vous que c'est vraiment intéressant. Autre chose, il y en a qui sont beaucoup papier, on est capable aussi d'imprimer la fiche en version PDF, de le mettre à l'intérieur de notre cartable de leçons pour se dire, bien, au prochain cours, je vais réaliser tel exercice, tout simplement. Une source incroyable de richesse d'informations à travers l'outil. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà connu en soi,
Mais moi, je trouvais ça super important de le présenter parce que c'est vraiment en lien direct pour dynamiser un cours, de faire les choses de façon différente, de se réinventer, de trouver une inspiration que parfois on est à travers nos vieilles méthodes en soi. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Puis l'autre chose que je ne vous ai pas montré, si je m'en viens à sélectionner une autre fiche, je peux avoir aussi une variante. J'ai vraiment aimé l'activité, mais je veux juste le faire de façon différente pour pas que les étudiants disent « ben elle fait toujours la même chose, la prof. » Donc, il y a des variantes parfois possibles par le biais, puis tout est expliqué en soi. Donc, ça a été réfléchi, ça a été documenté, puis maintenant, c'est disponible à vous. Donc, c'est vraiment la Poly de Montréal qui ont développé en fait l'outil. Je leur donne tout le crédit, mais moi, depuis que j'ai trouvé ça en jouant à la QPC, bien, je partage la bonne nouvelle quand je peux. Je pense que ce matin, c'était vraiment l'endroit très intéressant pour le présenter en soi. Donc, tout le monde est capable, en fait, d'accéder au site. Là, je vois le temps passer rapidement. Donc, si vous avez des commentaires à dire par rapport à l'outil, si vous l'avez déjà utilisé, bien, je vous invite à cliquer sur le bouton qui se retrouve dans la semaine dans le site. Donc, on clique ici pour ajouter un commentaire. À la fin complètement du document. Donc, à la fin complètement du document, on est capable d'aller placer, autrement dit, vos commentaires suite à ça. Donc, c'est vraiment intéressant. On n'aura pas le temps de l'expérimenter, mais en même temps, on peut vous donner un petit devoir de l'essayer, de regarder, en fait, qu'est-ce qu'on est capable de trouver qui nous interpelle, qui répond à notre besoin pédagogique. Et tout ça, totalement gratuit. Donc, merci encore à la Polytechnique de Montréal pour ce beau partage. Les gens se posaient des questions. On peut-tu créer des vignettes? C'est vraiment un projet fait à l'interne par la Polytechnique, tout le programme de qualité là, quand ils produisent une vignette. Mais le projet, il y en a 100 vignettes, c'est déjà beaucoup, oui. Mais au terme, il va y avoir 300 vignettes de créer. Donc, ça va être vraiment, je pense, la place pour aller. Et à partir de là, nous, on peut les adapter en formation à distance. Donc, quand on regarde ça, on se dit, OK, bien, c'est assez facile, atelier, document. On est capable de réaliser un peu la même chose. Fait que, tu sais, on parle, bien, c'est utile pour... C'est des belles découvertes. Il y en a qui l'ont découvert il y a quelques semaines, qui l'utilisent déjà à l'interne. Mais vraiment, tout le monde, quand on a vu ça, on a dit, wow, c'est l'outil que ça nous prenait. C'est multi-ordre, oui, parce qu'on peut l'adapter là, au secondaire, là, effectivement, là, si on y va avec ça, de la formation générale aux adultes. Je pense qu'il y a vraiment des choses, on peut les retravailler, on peut les modifier. Mais ce qui est intéressant, il me semble bien aussi, on peut-tu faire des commentaires? Il me semble que oui. Hein? En dessous des vignettes, non. Oui, on peut. Donc, l'intérêt, c'est un peu comme les recettes de Ricardo. C'est qu'on l'a essayé, mais nous, on a modifié tel ingrédient. Ça fait qu'on peut commenter, en fait, les façons où on le fait. On a fait un peu plus de ça. Ça prend un petit peu moins de temps que je pensais. Ou on l'a adapté en formation à distance. Fait que c'est vraiment une richesse collective là, si on l'utilise et on bonifie en plus les vignettes de nos propres expériences. Donc, on va revenir à notre présentation. Donc, on voulait en fait vous faire vivre l'expérience. Donc, on l'a présenté à travers ça. On vous pose une question. Donc, y aller par le biais, en fait, du clavardage ou peut-être de prendre la parole pour les dernières minutes. Donc, avec quoi vous repartez aujourd'hui? Donc, qu'est-ce qui vous a marqué le plus à travers la présentation des différents outils, les ressources qu'on vous a partagées aussi? Donc, avec quoi vous repartez? Donc, on a une personne qui a la caméra U Pro, c'est HUE Pro. Il est aussi important de pouvoir évaluer l'atelier. Donc, dans le site, en bas complètement, vous avez un bouton pour évaluer l'atelier. Merci de placer vos commentaires. Merci que ça soit constructif. Donc, allez-y, ne soyez pas gênés. Nous, on veut juste s'améliorer en fait. Donc, Alexandre me dit le goût de faire des câbles réseau. Je trouve ça drôle. Je vous rappelle aussi que la semaine s'achève. Il reste une activité à midi qui va être la rétroaction efficace, efficace à distance, pardon, avec Blandine Courcot. Et je vous invite, d'ailleurs, il y a un badge. Si vous avez participé à plusieurs activités durant la formation à distance, vous pouvez avoir un badge. Donc, j'ai envoyé le lien, là, Julie vient de le recoller parce que ça défile vite.
Mais vous pouvez accéder là, à avoir un badge numérique pour avoir participé aux ateliers de la semaine à distance. Donc, votre badge peut être reconnu si vous avez un profil LinkedIn ou des choses, vous pouvez aller coller votre badge là, pour dire que vous avez participé aux ateliers cette semaine. La présentation d'aujourd'hui, elle a été déjà déposée dans le site. Donc, si vous allez complètement en haut dans le site, vous pouvez accéder à la présentation directement ici. Donc, n'hésitez pas à consulter l'ensemble des ressources, la bibliographie. Le site aussi va demeurer actif avec les tableaux qu'on a créés, les documents. On vous laisse ça disponible. Amusez-vous, expérimentez le tout. Puis j'avais une question tantôt, est-ce que les personnes, on peut partager? Oui, partager nos ressources, c'est vraiment l'esprit de partage qui prône Fadio. Et c'est vraiment là, important là, de faire le nécessaire pour rendre accessible l'information. On a des commentaires par rapport à la pérennité des outils. Oui, c'est un enjeu quand des outils gratuits vont-ils rester gratuits? Mais évidemment, le modèle commercial, comme un outil comme Padlet, tout ça, au début, on avait le droit de faire 8 Padlets, c'était gratuit. Après, le modèle commercial, bon, on réduit un peu. C'est toujours un enjeu là, quand on ne paye pas pour les choses. On a des outils qui ont fermé comme Office Mix. On a fait des beaux ateliers avec ça. Microsoft a décidé d'abandonner le produit. C'est des choses qu'on ne contrôle pas nécessairement. Fait que oui, ça peut arriver. Par rapport à Google, ce qui est intéressant, c'est que ça fait depuis 2006 qu'on est là-dessus. Donc, ça fait 14 ans que tout ce que j'ai créé est encore là. Mais oui, comme on ne le paye pas, un jour, ça peut peut-être disparaître. Mais mon compte Hotmail de 1995 est encore là. Donc, ça va encore bien. Il y a certains outils qui sont moins pérennes que d'autres, effectivement. Merci pour les nombreux commentaires. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Je pense j'espère qu'on a réussi à dynamiser la chose et d'être actif. Mais je pense que ça a popé un peu. Il y en a qui ont des idées d'innover. Donc, se rappeler, oui, l'innovation. Regardez, mais je pense qu'avec aujourd'hui, vous avez un ensemble d'outils pour créer, soit si vous êtes un accompagnant ou si vous êtes un enseignant. Je pense qu'il y a des choses que vous allez pouvoir mettre en place là, rapidement par rapport à ça. Donc, je vous rappelle que toutes les activités sont filmées. On va avoir tous les documents qui vont être déposés sur le site fadio.net. Donc, puis je vous rappelle que c'est la 3e année de la semaine de la formation à distance. Donc, vous avez les 2 années précédentes qui sont toutes en vidéo, qui sont déjà là. Vous pouvez aller consulter aussi. Nelson en faisait mention là, par rapport à l'utilisation de Google. Et en tout cas, je ne saurais pas par où commencer. Donc, allez voir à chaque année, il y a plusieurs ateliers avec toutes les vidéos, les référentiels, les sites et les ressources. Donc, c'est disponible à tous. Donc, vous pouvez partager. Fait que, oui, Nelson? Encore une fois, un grand merci de votre présence, un grand merci de votre intérêt, en fait, pour la semaine de la FAD. Peut-être que l'année prochaine, on va proposer un atelier version 2 de dynamiser les cours, version évoluée avec les outils, à la limite, qui vont apparaître pendant l'année. On a plein d'outils qu'on n'a pas eu le temps de vous présenter, mais l'objectif, en fait, puis sur quoi je vais vous laisser aller, c'est la théorie des petits pas. Donc, prenez le temps de réaliser les choses, de s'approprier les choses correctement, d'en parler avec des confrères consorts pour avancer à travers ça. Donc, prenez le temps et avec ça, vous allez être capable d'intégrer facilement les technologies. Donc, c'est le truc que je vous partage. Encore une fois, un grand merci. Au plaisir. Vous avez nos coordonnées aussi pour nous interpeller. Gênez-vous pas par rapport à ça. Ça va? Fait que merci tout le monde, puis bonne continuité. Merci d'avoir été là. Bye tout le monde.